Salut tout le monde! Alors, dans cette vidéo, on vous présente notre analyse de Broken Realms Be'lakor. Alors, c'est le troisième tome donc, de la série Broken Realms qui suit Morathi et Teclis. Alors là, on arrive du côté du chaos avec Be'lakor. Donc, dans un premier temps, on va vous présenter notre analyse des nouvelles règles, nouvelles chartes d'unités qui sont présentées dans le Battle Tome, et pas dans le Battle Tome, mais dans le livre, évidemment. Et dans un deuxième temps, on va faire comme dans le cas de Broken Realms Teclis et vous présenter un résumé de l'histoire, de l'avancement de l'histoire. On vous le présente dans un deuxième temps pour que les personnes qui ne veulent pas de spoiler puissent arrêter d'écouter la vidéo après notre analyse des nouvelles règles. Et évidemment, ce sera un résumé du fluff, non pas un résumé détaillé, mais un résumé simplement pour vous mettre à jour dans l'avancement de l'histoire de Age of Sigmar, sans vous révéler trop de détails pour que vous ne perdiez pas le plaisir à lire le fluff là, par vous-même, parce que le fluff est vraiment intéressant et vaut la peine d'être lu. Alors, sans plus tarder, on commence avec, en fait, le héros ou l'anti-héros de cette histoire, Be'lakor lui-même, le maître noir de Dark Master. On a un War Scroll, une nouvelle figurine qui est superbe. Vincent, comme joueur Slave to Darkness, qu'en as-tu pensé? Premièrement, la figurine est magnifique. Là. Indépendamment de ce qu'on peut penser du War Scroll, la figurine, je pense que n'importe quel collectionneur la veut. N'importe qui joue du chaos la veut. Et d'ailleurs, ils ont gardé la figurine en bas du seuil de 400 points pour qu'elle puisse être jouée en allié dans toutes les factions du chaos. Fait que ça, déjà, c'est très apprécié. Rapidement, bon là, on est rendu avec un monstre, alors qu'avant, on avait un sorcier de niveau 2 qui n'était pas un monstre. On a gagné beaucoup de points de vie et tout. Rapidement, je pourrais dire, je pense que j'aimais mieux l'ancienne version parce qu'elle coûtait seulement 240 points et elle nous donnait l'essentiel de ce que nous donne encore Be'lakor, mais pour 140 points de moins. Sauf que la nouvelle figurine est nettement plus jolie et j'ai nettement plus hâte de plein de nouvelles figurines et de la jouer que l'ancienne. L'ancienne datait, là, était en résine, je ne me trompe pas. Là, il était temps qu'il y ait une nouvelle figurine à la hauteur de Be'lakor. Donc, je peux commencer peut-être par présenter le War Scroll. Je dis que je pense que je préfère l'ancien quand même, mais celui-ci est très, très jouable. On a vraiment quelque chose d'intéressant. Ils ont fait un bon War Scroll pour Be'lakor. Je pense qu'on va le voir beaucoup sur les tables des champs de bataille lorsqu'on va pouvoir enfin recommencer à jouer. Donc, on est rendu avec un profil de 14 points de vie. Un mouvement de 14 pouces, un mouvement qui est dégressif parce qu'on est un monstre, on a donc une charte dégressive, une sauvegarde de 4+, mais il a gardé sa sauvegarde éthérée, donc c'est un 4+ éthéré, et une bravoure à 10 comme tous les démons. Alors qu'avant, Be'lakor au corps à corps ne pouvait pas vraiment se débrouiller, là il est rendu tout à fait correct, respectable, avec 8 attaques, 3+, 3+, moins 2, 2. Ça, c'est d'abord son épée. Ensuite de ça, c'est griffe, une attaque 3+, 3+, moins 1, 2. Et la queue, une attaque 2+, 1+, moins 3, 2. Donc, ça fait un profil qui est correct, finalement. Là, pour lui. En fait, ça devient une unité de chasse qui va faire son 7-8 dégâts. Là, je ne me trompe pas, là, les chiffres sont loin dans ma tête. Mais c'est suffisant pour aller tuer un héros, un petit perso ici et là. Là. C'est malheureusement, par exemple, comme il y a le seul keyword intéressant, c'est Slave to Darkness, il n'y a pas moyen vraiment d'améliorer sa létalité. Je pense que la meilleure façon d'améliorer sa létalité, c'est avec un double pile-in qu'on pourrait lui donner. Mais il ne faut pas le voir comme une brute de corps à corps, Be'lakor. Non, parce que Vincent, tu dis 7 à 8 dégâts en moyenne, c'est contre un adversaire qui aurait une sauvegarde à 4+. Donc, c'est pas impressionnant. Là. Il frappe moins fort que les behemoths de nombre de points comparables. Oui. Sauf que il y a des habiletés qui sont nettement meilleures que beaucoup de behemoths comparables. Fait que c'est vraiment, faut le voir comme un sorcier de niveau 2 avec une bonne quantité de points de vie, une sauvegarde correcte parce qu'elle est éthérée et une habileté qui est son habileté infâme, le Dark Master, qui est très désagréable à affronter, qui a été modifié un petit peu. Essentiellement, ça a gardé la même saveur, mais là, c'est une fois par bataille. Au début de la phase de héros ennemi, on va choisir une unité ennemie. Et essentiellement, pour toutes les phases de cette unité-là, jusqu'à notre prochaine phase de héros, on va rouler un dé. Et sur 3+, l'unité ne pourra rien faire, ou à peu près. Là, pas de mouvement, pas de unbinding, pas de
dissiper de sorts persistants, pas caster de sorts, etc. Donc, à chaque phase, on roule sur 3+, donc 2 chances sur 3 d'empêcher l'unité de faire quoi que ce soit. Ce qui est différent, c'est qu'avant, on choisissait cette habileté-là, on choisissait l'unité au début de la partie. Là, on va la choisir au début de la phase de héros ennemi. Donc, dépendamment comment le déploiement s'est fait, on peut peut-être lire le jeu et dire, ben, finalement, c'est cette grosse unité-là qu'il faut que j'essaie de geler pendant un tour. Évidemment que ça ne garantit pas de la geler, mais là, il faut qu'elle réussisse son jet sur 1 ou 2. En fait, il ne faut pas que tu réussisses ton jet sur 3+ pour qu'elle puisse bouger. Après ça, il faut que tu rates encore le jet pour qu'elle puisse charger. Et il faut que tu rates encore le jet pour qu'elle puisse frapper. Ça commence à être difficile là, pour l'unité ennemie qui a été choisie là, de faire quoi que ce soit. Et si l'adversaire a un double tour, ben, il est encore pris avec cette habilité-là tout son tour à lui pour une deuxième phase. Donc, habileté qui est très, très bonne. Le seul bémol par rapport à ce qu'on avait avant, on pouvait sélectionner l'unité en début de partie. Et même si Be'lakor se faisait sniper au tour 1, l'habileté allait prendre effet. Tandis que là, ben, si Be'lakor meurt au tour 1, par exemple, contre une Alpha Strike, eh ben là, on n'aura pas la chance de faire cette habileté-là. Ensuite de ça, bon, Lord of Torment, si une unité ennemie rate son jet de bataille, son jet de Battle Shock, excusez-moi, à 12 pouces, tu vas guérir Be'lakor de D3 points de vie, ce qui est appréciable sur une créature qui en a 14. Et finalement, ben, c'est un magicien de niveau 2. Donc, c'est quand même intéressant. Un magicien de niveau 2, son sort est un sort qui se lance sur du 6 avec une portée de 18 pouces qui donne -1 au jet pour blesser d'une unité ennemie. Donc, un super bon sort et la possibilité d'aller piger un autre sort chez les Slave to Darkness si on joue en Slave to Darkness ou dans la First Legion si on joue dans sa légion à lui. Donc, c'est vraiment un bon magicien de niveau 2, solide, avec une habileté de Dark Master qui est épouvantable sur le champ de bataille, l'impact que ça peut avoir. Et en plus de ça, ben, au corps à corps, il est capable de se débrouiller, puis avec 14 points de vie, il est capable d'encaisser un petit peu. Donc, c'est clair que ça va être joué. Là, ça, on va l'avoir en allié dans à peu près toutes les factions. Il y a des gens qui vont l'essayer. Je pense pas que c'est Game Breaker, clairement pas. Pas plus que l'était l'ancienne version, mais ça va être un casse-tête pour ceux qui l'affrontent, surtout si la personne qui l'affronte mise beaucoup sur une grosse unité. Vous imaginez, par exemple, vous jouez Archaon et il y a Be'lakor qui est en avant de vous, puis Be'lakor dit, ben toi, Archaon, à partir de là, jusqu'à mon prochain tour, il faut que je rate mon jet sur 3+ pour que tu puisses faire quoi que ce soit dans la phase. C'est épouvantable. On sait que perdre un tour ou deux avec un Archaon, par exemple, c'est énorme l'impact que ça va avoir sur une partie. Ça peut nous mettre en retard sur les points d'objectif suffisamment pour qu'on puisse pas remonter. Donc, vraiment intéressant. Une belle figurine, magnifique figurine qui va être le fun à jouer. Et son sort, là, Enfeeble Foe, pardon, c'est vraiment, il est super bien représenté dans le fluff. Là, on le voit l'utiliser dans l'histoire qui est racontée à plusieurs reprises, puis on voit vraiment l'effet du sort sur les adversaires. Donc, c'est vraiment, ils ont vraiment bien mis en œuvre les différentes habiletés de Be'lakor dans le fluff, donc ça vaut vraiment la peine de le lire, c'est divertissant. Je trouve juste son habilité de régénération, là, de guérison très, très conditionnelle. Là. Il faut qu'il y ait un adversaire qui rate le jet de Battle Shock à 12 pouces. Ça va arriver une fois de temps en temps, mais c'est plutôt anecdotique. Mais sinon, c'est vraiment un beau War Scroll, puis sa sauvegarde de 4+ éthéré le rend quand même assez tanky, là. Ben, c'est 14 points de vie sur du 4+ éthéré. Là. Oui, c'est ça. C'est qu'il ne tombera pas facilement. Donc, j'aime bien ça. Puis si on le joue, on va le voir. Si on le joue dans sa légion à lui, ben là, il devient encore plus difficile à coucher. Là. En fait, très, très difficile à coucher quand il est dans sa légion parce qu'il va gagner des bonus additionnels. Malheureusement, il est peut-être un peu vulnérable aux blessures mortelles, encore une fois. Mais on arrive justement à sa légion, donc la légion du premier prince, The Legion of the First Prince. Oui. Alors là, il faut savoir que ça remplace Legend of Chaos Ascendant et Legend of the First Prince qui ont été imprimés dans Wrath of the Ever Chosen. Donc, c'est une nouvelle légion. Je vais la lire, puis on la commentera après. C'est sûr que si on veut jouer Be'lakor et en tirer le maximum, c'est peut-être la meilleure façon, mais c'est peut-être pas ce qui va permettre les listes les plus compétitives. On va voir ça. Alors, la première habileté, tu peux relancer les jets pour toucher des attaques de Be'lakor si, à 18 pouces de lui, il y a au moins une unité de chacune de ces 4 types d'unités-là, des Bloodletters, des Horreurs, des Plague Bearers puis des Démonettes. C'est fluff, mais complètement inutile. On aurait pu sauter cette écriture-là parce que
il faut que les 4 unités différentes soient autour de Be'lakor. Fait qu'à moins qu'on veuille vraiment maximiser l'impact au corps à corps de Be'lakor, puis que l'on fasse exprès pour avoir des unités de 10 ou de 5 horreurs autour, puis qu'on tienne ça à 18 pouces, on veut jouer très très fluff. Je pense que lorsqu'on va monter nos listes, ce ne sera pas la stratégie. De toute façon, Be'lakor ne frappe pas assez fort pour tout miser sur cette habileté-là là, pour lui donner un +1 to hit. Oui, c'est ça. Ça a été écrit, cette habileté-là, en fait, pour les scénarios narratifs qui sont un peu plus loin dans le livre, là, où on est appelé à jouer différentes unités des 4 grandes allégeances démoniaques, factions démoniaques. Autre habileté, par exemple, que là, Be'lakor va utiliser, c'est que lorsque Be'lakor subit une blessure ou une blessure mortelle, donc tu mentionnais les blessures mortelles auxquelles il est vulnérable, on va choisir une unité ennemi à 9 pouces de lui, Bloodletters, Horreur de Tinge, Plaguebearer ou Démonette, et sur 4+, on va transférer la blessure ou blessure mortelle sur l'unité. Donc là, on n'a plus un Be'lakor de 14 points de vie, on a un Be'lakor de 28 points de vie finalement, parce qu'une blessure sur 2 à peu près, on va pouvoir les transférer. Et là, évidemment, le combo, c'est qu'on met ça sur des horreurs qui sont à côté, parce que ces horreurs vont se transformer en Blue Horror, qui vont se transformer en Brimstone. Fait que c'est ce qui nous donne le meilleur ratio de points de vie pour les points investis. Donc, on accompagne Be'lakor d'une petite unité d'horreur. Là, ça devient comme très, très rentable pour protéger notre sorcier de niveau 2. Donc ça, c'est intéressant. Ce que j'ai pas mentionné, par exemple, qui est important de mentionner, c'est que la Légion du First Prince ne peut jouer que des unités qui sont chaos et démons. Donc, c'est, dans le fond, on prend l'allégeance du chaos et ça devient, en quelque sorte, une sous-allégeance dans laquelle on ne peut jouer que des unités chaos et démons. Donc, ça limite beaucoup les choix qu'on va avoir. Et j'ai pas vu s'il y avait une possibilité d'allier qui que ce soit ou quoi que ce soit à cette légion-là. Il n'y a pas de liste d'alliés. Je ne penserais pas parce que, en fait, c'est très fluff. Hein? Be'lakor a un mépris pour les mortels. Il ne jure que par les démons. Ces légions ne sont que des légions de démons. Donc, c'est tout à fait fluff. Mais ça limite les choix pour le joueur. Ça limite les choix. Puis le problème aussi, c'est que les unités de base, si on prend par exemple les démonettes, on prend les Bloodletters de Khorne, ce qui les rend jouables, c'est les bonus de faction qui vont leur permettre de gagner des attaques supplémentaires. Par exemple, les démonettes, c'est vraiment très, très évident pour les démonettes, c'est le fait que leurs 6 vont exploser, puis ils vont exploser 2 fois lorsqu'on les joue en gros bloc de 30. Mais là, si on les met toutes seules, leur Wash Scroll n'est clairement pas compétitif avec un paquet d'autres Wash Scroll qu'on voit. Donc, la sélection est limitée. C'est sûr qu'on a accès à d'autres choses. On peut avoir des Blight Kings sur les mouches parce qu'ils ont le mot-clé, les Plusgoy Blight King, ou je sais pas trop, Blight Lord. Ils ont le mot-clé démon à cause de la monture qu'ils volent. Donc, quand même, on peut aller chercher des unités démoniaques intéressantes. Mais on a un choix qui est limité, puis on n'a pas accès aux meilleurs Wash Scrolls dans le chaos avec ça. Là. Ensuite, ce qu'on a aussi à la fin de la phase de Battle Shock Test, si Be'lakor est le général puis il est sur le battlefield, on peut, dans le fond, pour chaque friendly unit sur le battlefield de Bloodletter, Horror, Plaguebearer ou Démonette, on roule, puis sur un 3+, on va retourner des 3 modèles tués dans l'unité. Si c'est des horreurs, on en retourne juste une parce que les horreurs sont beaucoup plus fortes que les autres, là, du moins du fait qu'elles se divisent. Donc ça, c'est intéressant, ça amène un petit peu de récursion. Puis c'est pour toutes les unités, il n'y a pas de bulle d'effet. Donc, on peut peut-être penser quelque chose. En plus, toutes les unités démoniaques ont leur bannière qui leur permet sur un 1 de ramener des 6 modèles. Fait quelque chose d'intéressant à faire là. C'est très fluff, pas très fort, mais intéressant. Ensuite, ce qui est bien, c'est qu'on va donner un Feel No Pain à toutes les unités Legion of the First Prince, donc contre les blessures ou blessures mortelles. Donc, on a un 6+ de Feel No Pain. Ce qui est intéressant, ça s'applique à Be'lakor aussi. Donc, même lorsqu'il n'est pas accompagné d'une unité de petits démons, sur lesquels il pourrait, sur un 4+, envoyer le blessure, il peut lui-même, sur un 6+, les sauvegarder. Donc, ça commence à être un Be'lakor qui est intéressant, là, qui commence à être difficile à coucher. Et on a, c'est de la bibliothèque qui avait été spoilée dans Warhammer Community. On a la possibilité, à la fin de notre phase de mouvement, de choisir un héros de la Legion of the First Prince. On roule 3d6 et sur 10+, on peut appeler une unité
soit 10 Bloodletters, 5 Horreurs, 10 Plaguebearer, 10 Démonettes, ou si c'est Be'lakor qui appelle l'unité, on peut appeler 6 Furies aussi. Donc, c'est vraiment intéressant. Dans le fond, ça nous permet de rajouter des modèles pour tenir des objectifs ou rajouter des modèles pour faire des écrans devant nos héros pour pas qu'ils se fassent charger. Donc, on peut imaginer qu'on envoie un Keeper Secret très, très loin en avant. Il va appeler ses démonettes, son petit cordon de démonettes pour se protéger. Donc, on va aller comme ça, essayer de contrôler des objectifs. Je pense qu'il y a quelque chose là à faire d'intéressant. Et sur 10 plus, on a nettement plus que 50%. On est à 60% à peu près de chances de réussir, je me souviens bien. Puis Vincent, rappelle-moi, je pense que Be'lakor a un +1 sur ce jet-là. Non, ça c'est malheureux. C'est ce qu'ils ont spoilé, on va y arriver tantôt. C'est un trait de commandement, mais comme Be'lakor est nommé, il ne peut pas avoir ce trait de commandement-là. Ça, ce qui est embêtant, là, ça arrive à quelques reprises. Finalement, ça fait en sorte que le héros nommé, c'est préférable de ne pas le mettre général pour que quelqu'un d'autre utilise mieux l'habileté signature de sa faction. Oui, on aurait dû donner le +1, mais non, le +1 est malheureusement un trait de commandement que Be'lakor ne peut pas prendre. Mais au moins, Games Workshop sont conscients de cet élément-là que tu viens de nommer, et on l'a vu sur le nouveau War Scroll de Moratti, sur le nouveau War Scroll aussi de Lady Olinder, ou en tout cas, quand dans sa faction, elle est générale, même si on a un autre général. Donc, quand on joue, par exemple, Daughters of Cain, on peut mettre une Hag Queen générale, puis Moratti, si elle est sur le jeu, elle est générale, elle aussi, on a deux générales. Sinon, c'est absurde. Tu as Moratti sur le jeu, tu as Lady Olinder sur le jeu, puis c'est pas elle qui est générale. Donc, j'aime bien cet ajout-là. Dommage qu'il l'ait pas mis pour Be'lakor. Ouais, dans ma tête, à chaque fois que je jouais une liste où finalement mon gros héros nommé n'était pas général, je me dis, ben dans le fond, c'est comme si un général va au combat, puis finalement, le héros à la dernière minute se joint à l'armée pour donner du renfort. Mais je trouvais que dans l'histoire, ça fitait tellement pas dans ma tête quand je montais les listes. Mais c'est généralement, effectivement, malheureusement, plus fort de pas mettre le héros nommé comme général. Donc, Games Workshop est au courant. Games Workshop, tranquillement, là, corrige la situation. Puis on a une V3 qui s'en vient, qui sait peut-être que ça va changer. Dernière petite chose sur l'habileté pour appeler des Unyielding Legion, pour appeler des démons. Il y a quand même un petit coup à ça. Si on roule un double avec nos 3d6, le héros subit une blessure mortelle. Et si on roule un triple, il subit des 3 blessures mortelles. Donc, il peut se blesser en faisant l'habileté. Mais je pense que ça vaut quand même la peine pour une blessure mortelle de mettre 10 démons de Khorne, par exemple, 10 Bloodletters ou 5 horreurs. Ça vaut clairement la peine. Puis encore une fois, ces deux habiletés-là, en fait, celle qui permet de ramener des modèles, puis celle qui permet d'en invoquer, sont vraiment très, très fluff. On va le voir tantôt dans l'histoire, mais c'est expliqué. Puis d'ailleurs, les titres des habiletés, là, de Cursed Skies, donc le ciel maudit, si on veut, puis les Unyielding Legion, donc ça, c'est vraiment directement lié au fluff. Donc, ils ont fait vraiment un beau travail de créer des habiletés d'allégeance qui sont directement liées au fluff, qui est présenté dans le livre. Donc ça, de ce côté-là, c'est bien, malgré que ce ne soit pas particulièrement compétitif, quoique l'invocation est vraiment bien. C'est une belle mise en règle du fluff. Là où ça va se gâcher un peu, cette faction, sous-faction-là, ben là, c'est lorsqu'on arrive, dans le fond, au domaine de sort. Malheureusement, on a un seul sort dans notre domaine de sort. Qui est intéressant, c'est un sort qui se lance sur du 7. On va choisir une unité Legion of the First Prince entièrement à 12 pouces du lanceur de sort. Puis jusqu'à la fin du round de bataille, s'il y a un modèle qui est tué dans cette unité-là, il va pouvoir frapper avec ses armes-là avant d'être retiré. Donc, on va pouvoir se battre, ça veut dire pile in puis frapper. Donc, ça, on sait que c'est un sort qui est bon, qui est intéressant. On a une habileté de commandement similaire avec Archaon lorsqu'on le joue. Là, en fait, c'est sur le War Scroll d'Archaon. Fait que ça, c'est bon, c'est intéressant, mais c'est malheureux. C'est le seul sort disponible. Donc, si on joue Be'lakor dans sa propre faction, il y a son sort à lui et on est obligé de prendre ce sort-là. Et là, si on prend n'importe quel Greater Demon, un démon supérieur dans n'importe quelle autre faction qui est aussi un lanceur de sorts de niveau 2, ben, il va se retrouver nécessairement à devoir lui aussi prendre ce sort-là comme deuxième option. Donc, on va être obligé de lancer des Mystic Shield et des Arcane Bolt ou des sorts persistants si on en a. Donc, ça, c'est un petit peu dommage. Comme on avait un héros à la tête de cette faction-là, qui est un sorcier niveau 2, on aurait pu au moins avoir un domaine de sorts de 3 sorts différents. Ça aurait été intéressant.
Ensuite, les traits de commandement, bon, ben, celui qui va être généralement pris, c'est le premier trait de commandement. Si c'est pas Be'lakor lui-même qui est notre général, on va le donner l'habileté qui donne +1 au jet de Unyielding Religion. Fait qu'on va passer à 74% de chance de réussir. Donc, 3 tours sur 4, en moyenne, on va mettre nos 10 Bloodletters ou 10 démonettes sur le jeu. Donc, ça, c'est intéressant. Je pense que c'est le trait de commandement qu'on va prendre le plus souvent. Et finalement, on a quelques artefacts. On a un artefact qui a fait jaser un petit peu. On prend une arme de mêlée d'un héros. Si le jet non modifié pour toucher est 5 ou plus, l'attaque inflige D3 blessures mortelles et la séquence d'attaque se termine. Alors là, on prend un pas les Greater Demons, là, mais des grands rats, là, le nom m'échappe, là, un des Vermin Lords. Et ce Vermin Lord-là a 10 attaques. Donc là, avec 10 attaques, on n'est pas mal sûr d'avoir des 5+. Il va faire beaucoup, beaucoup de blessures mortelles. Ça devient intéressant, c'est comique comme sort. On a un autre artefact aussi qui permet de relancer les jets de sauvegarde pour le porteur. Fait que ça aussi, ça peut être intéressant sur des démons supérieurs, là, des Greater Demons qui ont du 3+ de sauvegarde d'armure. On leur fait rerouler leur sauvegarde. Compte évidemment, malheureusement, juste les attaques de mêlée, mais ça fait des petits tanks au corps à corps là, qui peuvent être intéressants. Puis finalement, le dernier, ben, c'est un artefact qui permet de diminuer de 1 la bravoure des unités ennemies à 9 pouces. Là, je pense pas que c'est celui-là. Ça va jouer entre les blessures mortelles, si on veut le petit combo amusant, ou plus souvent, probablement, on va aller chercher l'artefact qui permet de relancer les sauvegardes. Ça, c'est vraiment, vraiment très bon là, si on a un gros héros là, qu'on veut envoyer au corps à corps. Donc, en somme, la Legion of the First Prince, c'est intéressant si on veut jouer un genre de grande alliance démon du chaos sous la l'égide de Be'lakor. Donc, pour le fluff, c'est superbe. Pour le niveau compétition, c'est pas le meilleur choix. Donc, comme joueur qui est intéressé à acheter et à peindre la figurine de Be'lakor, Vincent, dans quel contexte, dans quelle armée ou allégeance tu le jouerais de manière compétitive? N'importe laquelle, sauf la sienne, finalement. C'est dommage, mais en Slave to Darkness, on peut avoir des listes vraiment, vraiment intéressantes. En soi, son War Scroll est suffisamment bon pour ben là, en Slave to Darkness, il ne serait pas allié parce qu'il y a le keyword, mais en allié ou dans n'importe quelle liste, son War Scroll, à lui tout seul, est suffisamment bon. Nuire à la meilleure unité de l'adversaire pendant potentiellement 2 tours, si l'adversaire prend le double tour, plus avoir un sorcier de niveau 2, c'est excellent. Même s'il y a juste un sort, même s'il est pris en allié et qu'il n'a pas accès au domaine de sort, il va nous lancer un Mystic Shield et il va nous lancer son sort à lui qui est excellent. Il va faire son habileté. Puis avec son mouvement de 14 pouces, on va l'envoyer embêter une petite unité ou un petit héros derrière qui va aller tuer parce qu'il va être plus solide, va le tuer. L'adversaire va être obligé de déployer des ressources pour le gérer. Donc, à peu près partout, il peut être intéressant. Je pense que dans des listes, là, je pensais à Slaanesh, entre autres, où on est capable d'éviter du pile-in, puis tout ça, commencer à nuire à l'adversaire. Si on rajoute un Be'lakor pour une couche de nuisance de plus contre l'adversaire, je trouve ça intéressant. Mais j'ai commencé honnêtement, bon, je suis un joueur Khorne, les gens le savent, puis j'ai commencé à faire des listes, puis je me dis ça peut être intéressant en Khorne aussi, parce que Khorne est assez agressif. Mais on a vu que Khorne est une liste beta strike, il va souvent attendre la charge pour refrapper derrière parce qu'on n'a pas la mobilité de certaines armées. Fait que si on est capable de nuire à l'adversaire un petit peu pour se donner la possibilité de pouvoir frapper en étant en pleine forme parce que l'unité ennemie qui nous fait le plus peur, on l'a laissé derrière, on l'a suffisamment nuit avec l'habileté de Be'lakor, pourquoi pas? Donc, je pense qu'il peut être essayé partout ailleurs que dans sa légion, il va être très, très bon. Be'lakor, donc c'est aussi une pièce qui mise sur du debuff beaucoup. Encore une fois, c'est vraiment cohérent avec le fluff. Be'lakor n'a absolument aucun honneur. Il préfère affaiblir son adversaire avant de l'attaquer. Il n'y a aucune raison d'attaquer un adversaire en pleine force si tu peux lui faire mettre un genou à terre avant. Donc, lui, frapper sur un adversaire affaibli, là, ça ne lui fait que plaisir. Donc, je trouve qu'encore une fois, fluff et règles, c'est superbe. Mais dans ce livre-là, donc, on n'a pas seulement Be'lakor. Dans le fluff, on a une alliance, en fait, entre Be'lakor et Lady Holinder. Et donc, on a des nouvelles règles pour les Night Hunt. Oui, règle que j'attendais avec impatience, que tous les joueurs Night Hunt attendaient avec impatience.
On va attendre encore la V2 de notre Battle Dome pour être vraiment satisfait. Il y a quand même des choses intéressantes. C'est des options de plus, mais il n'y a rien, à mon avis, qui va faire en sorte que soudainement, les Nightons vont devenir l'armée à battre sur le champ de bataille, là. Mais on a des options de plus. C'est toujours agréable d'avoir des options de plus, de pouvoir essayer de monter des nouvelles listes. Et on a des listes qui nous permettent de jouer Ragnar, qui est une des meilleures pièces des Nightons. C'est un caster qui peut lancer ses sorts à +3. Et on a une option intéressante là, pour Lady Hollander. C'est intéressant ce qu'on a, mais c'est pas très très fort non plus. Et on n'a pas revisité tous les War Scrolls, alors que certains War Scrolls auraient mérité d'être revisités un petit peu. Honnêtement, j'espérais peut-être un travail sur la faction, comme les Idonettes ont eu la chance d'avoir un travail sur leur faction qui a fait en sorte que certaines unités moins jouables sont soudainement devenues très très bonnes. J'aurais espéré la même chose pour les Nightons, mais c'est pas ce qu'on a eu. On a quand même eu des changements pour des War Scrolls, de nouvelles pièces, des processions. Bref, il y a quand même des choses intéressantes. Donc, on va commencer avec ça. On va commencer avec les processions. Les processions, c'est un peu comme les Stone Host, les enclaves Idonettes, etc. C'est nos sous-factions. On n'en avait pas. On était une des rares factions qui n'avait pas encore de sous-factions. Là, on en a deux. La première est la sous-faction de Lady Hollander, The Emerald Host. Alors, quelques habiletés qu'on gagne. La première habilité qu'on gagne, c'est qu'après que les armées aient été placées sur le champ de bataille, on choisit un héros ennemi. Et jusqu'à la fin de la bataille, ce héros-là va avoir -1 à ses jets de sauvegarde. Donc, c'est très, très situationnel. Ça va dépendre quelle armée on affronte. Si on affronte une armée qui nous joue un Archaon, on est vraiment content de notre choix parce que faire passer Archaon de 3+ à 4+ de sauvegarde d'armure, c'est énorme l'impact que ça va avoir. Si on affronte un Teclis, on va être content. Si on affronte un Alariel, ben on est content de toute façon, on affronte les Sylvanettes. Mais là, on va avoir une couche de plaisir de plus parce qu'Alariel on va perdre 1 de sauvegarde. Mais si on affronte des armées qui ne jouent pas de gros héros qui nous font peur au corps à corps ou qu'on veut absolument coucher rapidement, c'est un peu une habileté qui va être perdue. Donner -1 aux porte-bannières de Khorne, par exemple, Blood Ségrator, on s'entend que ça n'aura pas beaucoup d'impact sur la partie. Puis en plus de ça, on n'a pas vraiment de tir sur les Nightons pour en profiter, donc ces petits héros-là souvent restent derrière de toute façon. Fait que dans certaines parties, on va être vraiment content de cette habileté-là. Dans d'autres, ben on va simplement se dire bof. Écoute, ce sera pour une autre fois. Je me permets pour une parenthèse sur les Sylvanettes. Rira bien qui rira le dernier. On a, je pense, des nouvelles règles Sylvanettes qui vont arriver dans le prochain Broken Realms. On a d'ailleurs eu aujourd'hui un nouveau héros, Sylvanette, qui a été présenté sur Warhammer Community. Il y a du nouveau, donc les joueuses Sylvanette qui, comme moi, attendent impatiemment d'avoir une armée compétitive. Ça s'en vient, je pense, j'espère. Oui, je pense que vous allez avoir votre heure de gloire. Puis je l'espère parce que son armée est magnifique. Puis j'aime ça l'affronter. C'est une super belle armée. Il manque juste un petit peu de punch à l'heure actuelle. Là. Elle n'a peut-être pas les habiletés de faction qu'il faudrait. Ensuite, on a une autre habileté. La première habileté était situationnelle. La deuxième, elle est vraiment plus impactante. Elle modifie notre façon de jouer les listes. On va ajouter une attaque aux caractéristiques d'attaque des Emerald Host X-Ray. Ça, c'est les cavaliers qu'on a quand ils vont charger. Donc, ils vont gagner plus une attaque. Puis, en addition, chaque fois qu'on va attribuer une blessure mortelle à notre général, si celui-ci est à 3 pouces des X-Ray sur 2+, on va transférer la blessure ou blessure mortelle au X-Ray. Alors ça, c'est vraiment intéressant. Dans le fond, ça devient des gardes du corps, les X-Ray. On avait déjà, et on a encore, parce que j'ai été bien lire, il n'y a rien qui me dit que ça l'a remplacé, mais on avait déjà un bataillon qui nous donnait exactement ces habiletés-là. Ce bataillon-là était paru dans un War Drive il y a quelques mois de ça, mais là, on n'a plus besoin de payer pour ça. Ça vient tout simplement avec la sous-faction. Intéressant. Ça nous permet évidemment de jouer Lady Hollander. Lady Hollander qui est une figurine qui a beaucoup d'habiletés intéressantes, mais à courte portée. Donc, il faut vraiment l'avancer beaucoup. Puis, le défaut, c'est que généralement, elle ne pouvait pas avancer avec son 7 points de vie puis une sauvegarde à 4+, même si sa sauvegarde était terrée. Elle n'avait pas la chance d'avancer d'habitude. L'adversaire la ciblait, la tuait.
parce qu'elle était trop dangereuse lorsqu'elle s'approchait. Là, avec une habileté comme ça, on peut choisir de mettre Lady Olinda comme générale et elle va être protégée par les X-Rays. Donc, elle va pouvoir avancer avec les X-Rays. Fait que ça, c'est intéressant. Puis en plus de ça, comme c'est une procession, ça nous permet de jouer un des bataillons qui est parmi les plus appréciés chez les joueurs Night Hunt. C'est le bataillon qui demande de jouer, dans le fond, le Black Coach, 2 unités d'X-Ray, puis un Dreadblade Arrow, donc un petit cavalier qui se téléporte sur le jeu. Ce sont les Death Riders. Ça fait en sorte qu'on va avoir +1 à la charge. Et ça fait en sorte que l'habileté des Night Hunt, Wave of Terror, si je ne me trompe pas le nom, qui fait en sorte qu'on peut attaquer tout de suite après avoir chargé lorsqu'on roule un 10+, devient, on peut attaquer avec une unité du bataillon dès qu'on roule un 9+. Donc, ça augmente quand même significativement les chances d'activer l'habileté. En plus de ça, avec la procession, on gagne +1 attaque sur la charge de nos X-Rays. Donc, ils vont avoir plus d'impact. Donc là, je pense qu'on peut facilement combiner le merveilleux bataillon des Death Riders avec cette procession-là. Pour les joueurs qui aiment jouer les X-Rays, c'est le combo parfait là, ici. Là. Donc, les pièces sont belles. C'est une belle cavalerie aussi. Là. Les pièces sont superbes. Là. Oui, puis surtout, en fait, la belle pièce, c'est le Black Coach. Là, on veut pouvoir le jouer, même s'il n'est pas super fort. Il peut quand même tirer son épingle du jeu, surtout si on le joue dans le bataillon. C'est une taxe que n'importe quel joueur Night Hunt est contraint de payer parce que la pièce est magnifique. Fait que ça, c'est intéressant. Ça, je pense, c'est ce qu'on a eu de mieux dans ces nouvelles règles-là. Ensuite de ça, bon, le général doit avoir le trait de commandement suivant. Une fois par bataille, on peut utiliser une habileté de commandement sur le War Scroll du général sans utiliser de point de commandement. Je l'ai entendu beaucoup critiquer. Moi, je trouve ça intéressant. C'est comme un 50 points qu'on vient de donner. Moi, j'aime bien jouer un Knight of Shroud monté pour donner +1 attaque. On met notre Knight of Shroud. C'est sûr que là, c'est embêtant parce qu'il faut mettre lui comme général alors qu'on voudrait peut-être mettre un autre, le cavalier qui se téléporte comme général. Fait que, oui, si on décide de ne pas jouer Lady Olinda puis qu'on le met lui, pourquoi pas? Ça va nous donner une habileté de commandement gratuite puis on ne génère pas beaucoup de points de commandement en Night Hunt. Donc, d'en avoir un gratuit, moi, je trouve ça bien, mais c'est sûr qu'il va falloir choisir un héros qui a une habileté de commandement sur son War Scroll. Il n'y en a pas tant que ça chez les Night Hunt. Donc, il y a des chances qu'on perde tout simplement ce trait de commandement-là. Alors qu'il y a un bon trait de commandement chez les Night Hunt que les gens aiment jouer qui nous permet de ramener des 3 modèles tout simplement. Donc, pour ramener des 3 X-Rays. Fait qu'il y a quand même un coût à payer. La taxe, ici, elle est importante. Là, le Common Trade par rapport à ce qu'on a déjà chez les Night Hunt. C'est dommage un petit peu, ça nous coûte un peu cher. Et ensuite, on a un artefact. Le premier Knight of Shroud, comme quoi c'est vraiment le Knight of Shroud qui avait en tête comme général pour la faction. Le premier Knight of Shroud à recevoir un artefact doit avoir l'artefact le Traitor's Knight's Blade qui va lui donner une attaque de plus à son Sword of Stolen Hours. Ce qui est intéressant ici, c'est que c'est pas une taxe parce que comme c'est le premier Knight of Shroud qui reçoit un artefact, on peut choisir de donner le premier artefact à un autre héros. Et on a des bons artefacts chez les Night Hunt. On en a 2 à tout le moins qu'on aime bien. Un qui donne +1 au jet de lancement du sorcier, l'autre qui permet d'ajouter un 3 pouces de mouvement aux unités proches du héros. Donc, on peut tout simplement ne pas mettre d'artefacts sur le Knight of Shroud pour éviter cette taxe-là. Globalement, donc, procession qui est intéressante si on aime jouer les X-Rays, puis probablement un must si on décide qu'on va jouer les X-Rays. Dans leur bataillon, le Death Rider, là, on peut stacker les habiletés de la procession plus les habiletés du bataillon. Il y a quelque chose d'intéressant là à faire. Fait que, ce serait ça pour la première. La deuxième procession, c'est la procession de Reiknar. Et là, on va d'abord noter une incohérence. Excusez-moi pour l'anglicisme, il y a une incohérence ici chez Games Workshop. Dans la procession de Lady Olinda, elle n'est pas d'emblée générale, en plus d'un autre général, comme c'est le cas par exemple pour Moratti, tu en as parlé. Alors que dans le même livre, sur la page d'à côté, on nous donne la procession de Reiknar et on dit en partant que si Reiknar est dans cette procession-là, il est le général en plus d'un autre général qu'on peut choisir.
pourquoi ne pas avoir donné cette même habileté-là à la procession d'avant, ce qui aurait été vraiment intéressant, parce que là, on aurait eu Lady Olinda et on aurait pu rajouter soit notre Knight of Shroud pour profiter de l'habileté de commandement, soit notre Dreadblade Arrow parce qu'on va vouloir faire le petit trick de téléportation pour pouvoir téléporter une unité avec lui avec un point de commandement. Je trouve ça un petit peu dommage ici. C'est juste des petites incohérences mais qui montrent, on dirait, un manque d'une deuxième lecture ou d'une troisième lecture peut-être dans ce cas-ci. Mais c'est dommage. Mais de toute façon, on va voir qu'on peut mettre les Lady Olinda général d'une autre façon avec un bataillon qui s'en vient. Donc, bon, ils se sont rattrapés, là. On va leur donner ça. Cette deuxième procession-là, c'est une procession qui va tourner autour des Chainrasp Horde et des Glaive-Wraith Stalker, qui sont la pire unité Night Hunt, une unité qui est tout simplement pas jouable, là, vraiment mauvaise. Mais les Chainrasp Horde, c'est bon, c'est une bonne unité Battle Line qui coûte pas très cher, soit pour faire des cordons, soit pour faire des gros paquets de 40. À 80 points l'unité, une 5+ de sauvegarde non modifiable. C'est intéressant, ça tient les objectifs. Ce qu'on leur donne comme première habileté, c'est qu'ils vont pouvoir rerouler les jets pour toucher lorsqu'ils sont entièrement à l'intérieur de 15 pouces de un Spirit Torment ou des Chain Ghast. A priori, ça peut sembler intéressant, mais on va se rappeler que les Chainrasp, de un, n'ont pas de rend sur leur attaque. Donc, même si on leur fait rerouler, ça contre des unités avec des grosses sauvegardes d'armure, ils ne frappent pas très fort. Et deuxièmement, ben, le Spirit Torment, d'emblée, donne la relance des 1 pour toucher. Donc, tout ce qu'on a rajouté, on va relancer au complet, ce qui est vraiment mieux quand même, là, je concède, au lieu de relancer des 1. Fait que c'est quand même bien, mais c'est pas non plus, on n'est pas dans quelque chose qui est game breaker du tout. Là. On n'a pas, si on avait donné la même habileté, par exemple, au Blade Gaze, ou on avait donné la même habileté au Aridin, là, ce serait vrai, on en parlerait davantage. Il y a quelque chose de plus ici. En plus de ça, bon, à chaque fois que une unité de Chainrasp ou de Glaive-Wraith va être affectée par le sort Spectral Lure ou Temporal Translocation, qui est le sort de la figurine qui ne peut plus être joué depuis longtemps là, en compétitif, là, qui est une figurine type édition limitée qui peut être jouée seulement dans les Legends. Si on fait un sort Spectral Lure qui ramène des 6 modèles dessus, là, on va rajouter des 6 modèles additionnels qu'on va rajouter. Donc, on peut ramener 2 des 6 Chainrasp Horde lorsqu'on fait le sort sur eux. Puis, en plus de ça, il y a un bataillon qui permet d'en rajouter des 6 additionnels. Donc, avec le bataillon, la procession et l'habileté de base du spell Spectral Lure, notre Guardian of Soul ramène 3 des 6 Chainrasp Horde. Ça donne le goût de les jouer en groupe de 40, puis d'en jouer plus qu'un paquet de 40. Ouais, ben en fait, on joue le bataillon. Le bataillon dit c'est 2 de 20 minimum. Non, on en met 2 paquets de 40. On met notre Guardian of Soul. On lui donne l'artefact qui donne +1 pour lancer le sort parce qu'on veut que le sort passe. Et il en ramène 3 des 6 à chaque tour. Ça, c'est de la résilience. C'est de la résilience. C'est de la résilience. C'est fort. En même temps, je continue à apprécier beaucoup ma Legion of Grief. Pour un point de commandement, je ramène le bloc de 40 au complet s'il est mort avec la Legion of Grief. Mais c'est quand même intéressant, tant qu'à jouer ce combo-là. Encore une fois, dans le fond, ça va améliorer un bataillon qui est déjà là chez les Night Hunt. Le bataillon permettait déjà de jouer des gros blocs de Chainrasp. Ben là, on va jouer des blocs de Chainrasp, on va mettre un Spirit Torment. Ces blocs-là vont rerouler leur jet pour toucher. J'ai été un peu critique, mais c'est quand même bon. Somme toute, ça va leur rajouter de l'impact. Puis, il y a un ratio de dégâts qui est correct par rapport aux autres unités Night Hunt. Puis, en plus de ça, on va faire un spell pour en ramener. Ben, on va ramener des 6 modèles additionnels. Fait que ça vient, dans le fond, prendre un bataillon qui était sympathique, que j'ai vu beaucoup de gens tenter de rentrer dans des listes. Puis là, le bataillon devient encore meilleur. Fait que c'est quand même bien pensé, c'est quand même intéressant. Si tu permets aussi, que tu as fait la comparaison avec l'habilité de commandement de la Legion of Grief qui permet de ramener une unité à la vie au complet, une unité qui a été entièrement détruite. Personnellement, j'ai peut-être une préférence pour pouvoir ressusciter D6, 3 D6 modèles dans l'unité parce que ton unité tient un objectif. Donc, ça devient extrêmement difficile pour l'adversaire de passer à travers les 40 puis de prendre l'objectif. Tandis que s'il détruit tes 40 modèles, puis toi, tu dois les ramener ailleurs sur le champ de bataille, quand tu les invoques, ils ne sont pas sur un objectif. Tu as perdu l'objectif. Donc, je trouve qu'en termes de contrôle d'objectif, cette capacité-là à ramener des modèles est vraiment épeurante.
Oui, oui, ben ça va être deux types de jeux complètement différents qu'on va avoir, effectivement. Si ton bloc de 40, qui est sur une sauvegarde de 5+, par exemple, là, ça va être une sauvegarde itérée, c'est 5+, Field No Pain de 6. Si ton bloc de 40 tient, tu vas vraiment préférer pouvoir ramener 3 des 6 modèles pour tenir l'objectif un tour de plus, certainement. Si ton bloc ne tient pas, ben là, tu vas regretter de ne pas être en Legend of Grief pour pouvoir le ramener au complet, puis Ça fait beaucoup de modèles 40 à tuer en un tour. ouais, mais je me souviens d'avoir joué contre des Beastlaw Riders qui ont très très bien passé les 40 un Ouais, tour. deux Stonehorn, ça fait le travail. Ça fait le travail, ouais, puis tu avais rajouté, mais ça fait un petit bout de ça, mais tu avais rajouté, tu avais un Frostlord. Frost Lord ou sur l'autre, le Thunder Ah Tusk. non, Là, oui, fait que un tu avais en Thunder. plus tiré de loin pour être sûr que quand tu fais la charge, je fais mes 40, moi je pensais que ça va tenir quelque chose. Pas du tout. Fait que j'ai encore. C'est peut-être pour ça, hein, c'est fou à quel point, là je fais une petite parenthèse, à quel point on peut être impacté par les résultats d'une partie en particulier, alors qu'il ne faudrait pas. Hein. Il faudrait toujours se dire qu'on refait les stats et tout ça, mais ça nous reste une unité qui a mal, c'est pour laquelle ça s'est mal passé pendant une partie de façon marquante, comme ça a été le cas là. Mon blog de 40 qui a juste explosé. J'ai toujours été réticent à réessayer ce blog de 40-là. J'ai préféré d'autres unités. Alors que quand on fait les statistiques, c'est bon, un blog de 40 quand même si c'est de la sauvegarde de 5+, comme la 5+, est non modifiable, ça coûte vraiment pas cher pour tenir un objectif. C'est un biais cognitif humain bien connu. On a tendance à donner trop d'importance à des expériences anecdotiques et souvent des expériences qui sortent de l'ordinaire. Donc, ça nous amène par la suite à poser des mauvais jugements ou prendre des mauvaises décisions. Puis je pense que les meilleurs joueurs sont capables de se distancer, de mettre en perspective ces éléments-là, puis de rester centrés sur leur analyse objective de la force de leurs unités, sur les statistiques. Ouais. Ensuite, habileté de commandement que j'aime bien ici. On prend dans le fond les Chain Rasp ou les Glaive Wraith Stalker qu'on joue pas. Fait qu'on prend les Chain Rasp. S'ils sont entièrement à 12 pouces d'un héros ou 18 pouces d'un général, on leur ajoute 6 pouces à leur mouvement. Donc, ils ont déjà 6 pouces. On tombe à 12 pouces de mouvement pour les Chain Rasp, plus potentiellement une course. Si on la fait à 6, on tombe à 18 pouces. On peut vraiment aller s'installer sur les objectifs puis les tenir. Il y a quelque chose là vraiment d'intéressant. Là. On a 2 blocs de 40. On joue le bataillon qui nous donne 2 blocs de 40. On fait avancer. Bon, c'est sûr que là, on commence à dépenser beaucoup de points de commandement, mais on fait avancer nos unités de 12-18 pouces pour aller s'installer sur les objectifs tour 1. Ça commence à être intéressant. Là. On a quelque chose, là, je trouve, qui est jouable, qui est vraiment jouable. Il y a une stratégie possible avec ça. Donc, rajouter du mouvement, ça peut toujours être bon. C'est sûr que le point de commandement coûte cher, par exemple, parce que comme j'ai dit en Night Hunt, on n'en génère vraiment pas beaucoup. Mais le tour où on va vouloir ce 6 pouces de mouvement-là additionnel, ça peut faire une différence dans une partie pour s'installer sur un objectif. Et finalement, bon, on a un artefact qu'il va falloir, on a une common ability, après ça, on a un artefact qu'il va falloir donner. Alors, l'artefact est simple. Dans le fond, le premier héros qui va recevoir un artefact doit recevoir une Corpse Candle, qui est un peu l'équivalent de ce qu'a Reiknar lui-même. Alors, une fois dans la bataille, le héros va pouvoir éteindre la chandelle. Soit il prend un modèle ennemi à 12 pouces, le modèle ennemi subit une blessure mortelle, ou il se choisit lui-même et il va subir lui-même une blessure mortelle. S'il fait ça pendant sa phase de casting, si c'est un lanceur de sort, et si c'est l'adversaire qui a subi une blessure mortelle, il va ajouter 1 à son jet pour lancer. Si c'est lui-même qui a subi la blessure mortelle, il va rajouter 3 à son jet pour lancer. Et si on a mis la chandelle sur un héros de corps à corps, ben là, ça va être, il va rajouter 1 au jet pour toucher si la blessure mortelle a été subie par un modèle ennemi. Et il va rajouter 1 pour toucher et 1 pour blesser s'il s'est infligé à lui-même la blessure mortelle. Correct, intéressant. Malheureusement, c'est juste une fois par bataille, donc c'est vraiment pas au niveau de d'autres artefacts qu'on a. Fait à noter aussi, lorsqu'on s'inflige à soi-même la blessure mortelle, on a un Feel No Pain de 6+. Si malheureusement on réussit notre Feel No Pain, on ne gagne pas le bonus de +3. Donc on a 5 chances sur 6 d'avoir +3, mais on peut être malchanceux puis ne pas subir la blessure mortelle. Et là, l'artefact est donc sans effet pour toute la partie. Parce que la manière donc dont l'habilité de Feel No Pain est écrite, tu es obligé de lancer ton Feel No Pain. C'est bien ça, c'est pas optionnel. C'est pas you may, c'est you must. Hein?
C'est les Yuma, si j'avais regardé. Fait que c'est la même chose. Ragnar a cette habileté-là. Lui, il peut le faire à chacun de ses tours. Puis on va souvent y aller pour le plus 3, même si ça inflige une blessure. Plus 3, là, on est au niveau d'un Nagash qui lance ses sorts. Là. C'est sûr qu'on en lance juste un, mais le plus 3 est vraiment appréciable. Mais de temps en temps, ça ne passe tout simplement pas. Fait à noter ici, on n'a pas de trait de commandement imposé. Donc, on peut aller chercher le trait de commandement des Nighton qui nous permet de ramener des modèles. Donc, pas une taxe qui est trop grosse ici. La seule taxe qu'on a vraiment, c'est l'artefact et on va probablement prendre un bataillon, comme on en parlait, pour pouvoir mitiger cette taxe-là et aller chercher au moins un bon artefact. Vincent, on a aussi donc deux War Scrolls qui ont été refaits, deux chartes d'unités refaites. La première, c'est une de tes unités favorites des Night Hunt, les Dreadsight Harridans. Oui, alors, bon, essentiellement, ce qu'on a changé, premièrement, c'est que les Harridan avaient un héros qui était une héroïne, en fait, qui était la Slasher Chrome, qui était la figurine comme la capitaine un peu de l'unité. On pouvait en jouer une par unité. Maintenant, on peut en jouer une par 5 modèles. Et la Slasher Crown a une attaque de plus. Donc, elle passe de 3 à 4 attaques. Donc, c'est quand même appréciable. 33% plus d'efficacité que les autres Harridan. L'autre changement important qu'on a eu, c'est qu'avant les Harridan, lorsqu'on roulait un 6 non modifié pour toucher, leur attaque faisait 2 blessures, 2 dommages au lieu d'un seul. Là, c'est lorsqu'ils font un 6 pour toucher qui est non modifié, on score, on touche 2 fois, dans le fond, le 6 explose, on a deux touchés au lieu de juste un. C'est légèrement plus fort, c'est 6-7% plus d'efficacité, plus on a rajouté 3 attaques à peu près, 3 attaques sur un bloc de 20. Donc, c'est un peu plus fort, ils vont cogner un peu plus fort qu'avant. C'était déjà l'unité qui avait le meilleur ratio de combat, sauf que malheureusement, on a augmenté leur efficacité d'à peu près 12-13%. Mais leur coût a monté de 25% environ. On est passé de 70 à 90. Donc, globalement, malheureusement, c'était mon unité préférée, mais c'est un nerf qu'ils ont subi. Ils ont subi un autre upgrade, c'est qu'un autre ajout intéressant, c'est qu'avant, bon, ils enlevaient un au jet pour toucher des unités ennemies à 3 pouces si celles-ci avaient 6 ou moins, avaient moins de 6 de bravoure. Donc, 6 ou moins parce que les Night Hunt infligent un malus de moins 1 à la bravoure. Donc, effectivement, c'était 6 ou moins. Là, on a amélioré ça. C'est maintenant 7 ou moins qu'on impacte. Mais encore une fois, on fait le calcul. Ça veut dire que pour certaines unités, on enlève un to hit. Mais on a, dans le fond, pour 90 points, on a juste 5 points de vie, alors qu'avant, on en avait 5 pour 70. Ça veut dire que globalement, sur un bloc complet de 270 points, j'ai 15 points de vie d'Harridan, alors qu'avant, pour 290 points de plus, j'en avais 20 points de vie. Fait que globalement, même si l'adversaire me frappe un peu moins fort, j'ai tellement moins de points de vie qu'encore une fois, même au niveau des wands, c'est un nerf qu'ils ont subi. Là. Ça, là-dessus, Vincent, ça fait plusieurs fois que nous, on aime faire les calculs de probabilité statistique sur les unités, puis c'est vraiment pas rare qu'on arrive à des situations comme ça où, peu importe comment on regarde, j'ai l'impression que les gens de Games Workshop avaient l'intention d'améliorer, mais ils font pas de calcul. On a l'impression, on est assez convaincus en fait qu'ils ne font pas de calcul statistique, ils vont un peu à l'œil puis au ressenti. Donc, ça donne des situations comme ça où ils ont voulu buffer une unité, augmenter la force d'une unité, mais ils ont trop augmenté les points en conséquence. Ils auraient dû les augmenter à 80 pour 5 et non 90 pour 5. À moins qu'ils avaient vraiment l'intention d'affaiblir les Harridans, mais affaiblir les Night Hunt, ça n'aurait aucun sens là, dans le contexte actuel. Donc vraiment, on a l'impression chez Games Workshop, les développeurs ne font pas de stats. Là. Non. Mais ceci dit, ça demeure une bonne unité. Elle a un bon ratio de dommages, puis somme toute, notre bloc de 20 cogne maintenant plus fort que le bloc de 20. Avant, il coûte plus cher, mais il cogne quand même significativement plus fort, puis on manquait de force d'impact chez les Night Hunt. Donc, ça demeure une unité que je vais jouer qui est bonne. Là. C'est juste que c'est dommage. On n'avait pas besoin de ce petit nerf-là. Comme tu dis, on aurait monté à 80. Ça n'aurait pas vraiment été un nerf. Ça aurait été intéressant. Là, ça fait un petit peu moins de modèles qu'on va avoir dans la liste pour gagner un petit peu d'efficacité. Dommage. Ceci dit, on a gagné un nouveau héros.
qui va être difficile à rentrer dans les listes parce qu'on a plein de héros qui sont intéressants chez les Night Hunt. Le problème des Night Hunt, c'est pas de pas avoir des bataillons, c'est pas de pas avoir des héros, c'est juste peut-être leur force d'impact qui est pas assez grande par rapport aux d'autres unités qui existent en ce moment. Mais on vient d'avoir un nouveau héros qui est intéressant. C'est un Kurgast Cruciator. 6 points de vie, 6 pouces de mouvement, 4 plus de save éthéré, 10 de bravoure. Comme tous les modèles, c'est un modèle qui vole. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une attaque de tir, puis qui est bonne. 4 attaques, 3 plus, moins 2, 1 à 12 pouces. C'est intéressant parce que quand on les fait apparaître, les Night Hunt, on peut le faire apparaître à 12 pouces de l'ennemi ou à 9 pouces de l'ennemi. Donc, on peut tirer le tour où on le fait apparaître. Puis 4 attaques, 3 plus, moins 2, 1. On va faire un petit peu plus que 1 en moyenne. La grande majorité des fois où on va tirer, on va toucher, on va infliger une blessure à une unité qui aurait un 4 plus de sauvegarde contre les tirs. Puis quand on réussit à toucher, c'est là l'intérêt du Cruciator, c'est que lorsqu'on va réussir à toucher, on va améliorer le Feel No Pain à 12 pouces autour du Cruciator, on va l'améliorer de 6 plus à 5 plus. Donc, il y a quelque chose d'intéressant. On le fait apparaître, on tire, on a des bonnes probabilités de réussir à toucher, infliger au moins une blessure. Et là, nos unités qui sont à 12 pouces du héros, entièrement à 12 pouces, gagnent le Feel No Pain à 5 plus au lieu de 6 plus. Pour l'adversaire qui frappe, par exemple, dans des X-Rays, si on reprend la première légion dont on a parlé, première procession, tu frappes dans des X-Rays qui ont 4 plus non modifiables de sauvegarde d'armure, plus un Feel No Pain par la suite de 5 plus, ça commence à être un peu tannant de frapper là-dedans. Là. Ça commence à être moins le fun. Et l'effet de cette habilité-là dure jusqu'à la prochaine phase de tir des Night Hunt. Oui. Fait, encore une fois, ça pourrait potentiellement durer 2 tours si jamais l'adversaire prend un double tour. Fait, c'est sympathique, c'est intéressant. Mais en même temps, on a tellement de héros qu'on veut jouer chez les Night Hunt. Fait que je pense que ça va être une option de plus, mais c'est pas un auto-include parce qu'il y a d'autres choses à jouer aussi qui sont le fun. Là. Je pense aux sorciers, Guardian of Soul, je pense au Spirit Torment qui permet de ramener des modèles aussi ou de guérir des points de vie. Fait que, et on va avoir des choix à faire, mais c'est une option de plus. C'est toujours agréable d'avoir des options de plus. Au corps à corps, ben là, ses attaques sont moins impressionnantes un peu. Il va faire à peu près moins d'un dommage, là, à peu près la moitié d'un dommage dans un tour. Fait qu'on veut pas qu'il soit au corps à corps. On veut vraiment qu'il soit là pour faire son tir, faire sa petite bulle. Et finalement, Vincent, on a un bataillon, le bataillon de la garde rapprochée de Lady Olinda. Un bataillon qui permet de jouer Lady Olinda, fait que c'est sûr que tous les joueurs Night Hunt l'ont regardé avec intérêt. Dans le fond, c'est simple, ça va donner une garde du corps à Lady Olinda. On a Lady Olinda, une unité de Harridan et 2 unités de Mirrormoon Banshee. C'est simple, si Lady Olinda est à 3 pouces d'une de ces 3 unités-là qui composent le bataillon, sur 2 plus, la blessure mortelle subie par Lady Olinda va être attribuée au Harridan ou au Banshee. Et Lady Olinda, quand elle est dans ce bataillon-là, compte nécessairement comme le général de l'armée, en plus du modèle qui a été choisi comme général. Donc, c'est une façon de contourner là, ce qui n'avait pas été dans la première procession. Je trouve quand même que c'est un petit peu incohérent. Là. Ça aurait été préférable de l'avoir directement dans la procession, mais il y a une moyen d'aller le chercher. Le bataillon ne nous donne pas grand-chose ici, honnêtement. Je vais expliquer pourquoi. On peut déjà jouer la procession de Lady Olinda, la mettre comme générale, et elle a déjà ce Feel No Pain-là sur 2 plus, hein, cette possibilité-là d'envoyer les blessures mortelles sur 2 plus à ses gardes du corps. Et personnellement, je préfère envoyer les blessures mortelles sur des X-Rays qui me coûtent 130 points pour 10 points de vie, que de l'envoyer sur des Dreadsight Harridan qui me coûtent 90 points pour 5 points de vie. Ça commence à être cher, les gardes du corps. Là. C'est presque 20 points par point de vie. Puis c'est la même chose pour les Mirrormoon Banshee, qui sont à 4 pour 70, je ne me trompe pas à l'heure actuelle, donc à peu près la même chose, à peu près du 20 points de vie 20 points par point de vie. Ça coûte très très cher comme unité de garde du corps. Là. Même les X-Rays à 13 points par point de vie sont quand même chers un petit peu. Les Luminettes, dernièrement, ont eu une unité de garde du corps, les Blade Lord, qui sont à 12 points par point de vie.
Ça aurait été le fun si l'habileté était faite peut-être avec des chain rasps, mais là, je trouve le bataillon, c'est que ça coûte très très cher, puis envoyer des points de vie sur des Mirmon Banshee ou des Harridan, ce serait pas mon premier choix. À moins vraiment qu'on veuille absolument Lady Linder comme général pour qu'elle puisse utiliser son habileté de commandement, plus un autre général dans notre liste, je ne suis pas certain que j'irais jouer ce bataillon-là. Je préférais la procession ou le bataillon qu'on avait déjà qui nous permet d'avoir la même habilité d'avoir des gardes du corps. Donc, Vincent, comme joueur Night Hunt, en somme, ces nouvelles règles-là qui sont présentées, tu es enthousiaste parce que ça ouvre des nouvelles options pour bâtir des listes, mais il n'y a rien là-dedans qui va amener les Night Hunt à un niveau plus compétitif. Donc, il n'y a rien de game breaker pour prendre l'anglicisme. Non, je pense que ça va les amener, ça va les améliorer un petit peu parce qu'on a vu qu'on pouvait maintenant combiner des bataillons qui étaient déjà appréciés puis leur donner un petit peu plus d'habileté, les rendre un peu meilleurs, ces bataillons-là. Donc, ça va les améliorer un petit peu. Mais je pense pas que soudainement, les Night Hunt vont être sur la scène compétitive une menace réelle. Là, mais en même temps, on a vu l'an passé, je me souviens d'un joueur qui jouait Night Hunt, jouait le bataillon Death Rider, puis qui avait fait une belle performance. Il avait été chercher un 3-3 à peu près. Il avait fini meilleur Death là, après Jocelyn qui avait gagné avec ses Aubières. Puis, il jouait justement les Death Rider. Fait que je me dis, ben là, avec cette nouvelle procession-là, peut-être que son armée serait juste meilleure. Fait que je pense que ça améliore un petit peu les Night Hunt, mais pas de façon significative. Et donc, ça, c'était pour les Night Hunt. On a aussi dans les Caradrons Overlord qui jouent un rôle plutôt important, ou en tout cas un rôle inopiné dans le fluff. On en parlera tantôt. Puis donc, Alex qui est un joueur Caradron, pouvait pas être avec nous aujourd'hui pour cette vidéo-ci, mais on lui a parlé. Et donc, on a aussi pu avoir son avis là, sur les nouvelles règles pour les Caradrons. Vincent, on t'écoute. Oui, ben d'abord, on a un bataillon qui est un Endrin Master, qui est nommé, comme beaucoup des bataillons qu'on a à l'heure actuelle là, dans Broken Realms, ce sont des personnages nommés, et 2 unités d'Endrin Rigger ou Sky Warden. Ce que ça va donner, ça va ajouter 3 pouces au mouvement des unités de ce bataillon-là. Puis en plus de ça, au début de la phase de mouvement pour chaque unité de ce bataillon-là, on va prendre un Sky Vessel qui est à 3 pouces d'unité. Et on va rajouter 3 pouces au mouvement du Sky Vessel jusqu'à la fin de cette phase-là. Donc, ce que Alex me disait, c'est intéressant. Le problème, c'est que c'est Barak Zilfin. C'est vraiment, on a un port d'attache ici, on ne peut pas le changer. Notre Engine Master est nommé, donc on ne pourra pas lui donner de trait de commandement parce qu'on veut parfois l'Engine Master comme commandant pour pouvoir mettre en ligne les Endrin Rigger ou les Sky Warden. Et Barak Zilfin, dans le fond, ben, c'est peut-être pas la faction où les Rigger ou les Warden sont les plus intéressants à jouer. Ce qu'il disait, c'est que s'il avait été Barakzon, on sait qu'on a affronté sa liste Barakzon où il joue beaucoup de Warden, si je ne me trompe pas. Puis là, il avance, puis il charge avec eux, puis avec les bonus que ça donne, ce part-là, c'est intéressant. Évidemment que 3 pouces de plus sur le mouvement, il aurait pris ça. Ça aurait été intéressant. Mais là, en Barak Zilfin, les listes Barak Zilfin ont déjà des options suffisamment fortes. Fait que probablement, selon Alex, que le bataillon ne sera pas joué. Pas beaucoup, du moins. En plus du bataillon, cependant, on a gagné quelque chose, mais vraiment, on a gagné quelque chose d'intéressant. On a des triomphes. On sait qu'avec les Gold, les Caradrons peuvent, dans le fond, utiliser leur Gold une fois dans la bataille, s'ils ont une portion Gold, et prendre un triomphe, choisir un des 3 triomphes qui existent. Là, les héros ont gagné des triomphes additionnels. Donc, encore une fois, bon, j'ai parlé à Alex, qu'Alex me disait, il n'y a rien qui est game breaker là-dedans, qui va changer le méta, mais c'est des options de plus, c'est toujours intéressant. Surtout qu'ici, bon, le chimiste vient de gagner une habileté qui va faire en sorte qu'il va pouvoir utiliser son Etheric Augmentation, qui va donner des bonus au Skyfarer, même lorsqu'il est en garnison. Donc, avant, le défaut de cette habileté-là, Etheric Augmentation, c'est qu'il fallait sortir le chimiste des bateaux, ce qui le rendait vulnérable, alors que là, on peut le laisser dans le bateau et il va pouvoir utiliser quand même son habileté pour booster un petit peu les Skyfarer autour de lui. Là, ça, c'est les unités qui ne sont pas des bateaux. Hein.
Fait qu'il y a ça ici et il va avoir Large Caliber Augmentation. Il va pouvoir choisir, s'il est en garnison, une arme de tir d'un Sky Vessel et on va pouvoir rerouler les jets pour blesser de 1. Donc, c'est quand même intéressant parce que dans le fond, il prend son Ethergold à lui pour rendre le Sky Vessel un petit peu plus efficace en tir. Fait que pourquoi pas? Et on va avoir comme ça des triomphes aussi pour les autres types de héros chez les Caradrons. Les navigateurs et les Endrin Master aussi vont avoir chacun 2 options. Rien qui va bouleverser le méta, mais c'est des options de plus dans une armée qui est déjà très très bonne, qui est bien, qui a une belle place dans le méta à l'heure actuelle. Fait que pourquoi pas des options supplémentaires, c'est toujours appréciable. Ensuite, on a des nouveautés aussi pour les Séraphons. Les Séraphons, hein, qui sont les mal-aimés de AOS, ils ont beaucoup de difficultés, ils ne sont pas compétitifs du tout. Alors, ils avaient vraiment besoin d'aide et ils en ont eu. Donc, on a les sorts de Forbidden Power qui peuvent maintenant être des band spells pour les Séraphons. Alors, bon, c'est cohérent. On sait que les Séraphons pouvaient déjà avoir les band spells de n'importe quel type d'endless spell. Ça faisait en sorte que, dans le fond, il y a juste eux qui peuvent manipuler les spells qui ont attaché, finalement, aux Séraphons. C'est correct de niveau fluff. Ça fait en sorte que c'est les maîtres de la magie, ou du moins parmi les maîtres de la magie. Ils payent 10 points de plus pour que le spell puisse juste être déplacé par eux, ce qui est une taxe que tous les joueurs Séraphons paient systématiquement parce que ça vaut tellement la peine. Les Geminids, que tu payes 10 points de plus, mais que seul toi peux déplacer, c'est tellement fort. Donc, dans Forbidden Power, ils vont maintenant avoir la possibilité d'attacher les Endless Spells de Forbidden Power. Et il y en a un, entre autres, qui a fait couler un peu d'encre sur les réseaux sociaux parce qu'il y en a un qui s'appelle les Shards of Valagar, qui est un Endless Spell qui peut jouer, pas parce qu'il est pas bon, mais parce que de la façon qu'il est joué, il y a trop de chances. Si l'adversaire te laisse le double tour, il peut te le renvoyer et ça fait trop mal lorsqu'on le reçoit, ce sort-là. C'est quoi ce sort-là? Dans le fond, c'est 2 bases. On met la première base entièrement à 6 pouces de notre lanceur et l'autre base à 12 pouces de la première. Donc, ça fait qu'on peut aller chercher une portée de 18 pouces environ. On trace une ligne entre les 2 bases qu'on a mises et toutes les unités qui sont traversées par la ligne vont avoir moins 1 à leur jet pour toucher. Et leur mouvement va être diminué de moitié. Alors, c'est vraiment, vraiment fort. Diminuer de moitié le mouvement, ça a vraiment un impact significatif. Et en plus, moins 1 pour toucher, c'est bon aussi. C'est un peu, en fait, c'est meilleur ici que des Geminids. Parce que je préfère diminuer de moitié le mouvement de l'adversaire dans bien des cas que de lui faire des 3 blessures mortelles. Sauf que, lorsque on joue ça et qu'on les a pas attachés, parce que la majorité des joueurs qui sont pas Séraphons jouent avec les règles que tout le monde joue, donc on ne peut pas attacher les Endless Spells, le problème, c'est que ton sorcier a mis la première base à 6 pouces de lui. Et comment ça se passe pour les déplacer? C'est qu'il faut juste déplacer une des 2 bases de façon à ce qu'elle reste à 12 pouces de la première. Donc, comme ton sorcier a mis la première base à 6 pouces de lui, ça veut dire que la première base est proche de ta zone à toi. Et si l'adversaire a le tour, il peut déplacer, puis une ligne de 12 pouces, il peut aller chercher 2 ou 3 unités dont il va diminuer le mouvement de moitié, donc auquel il va donner moins 1 to hit. Donc, c'était pas un sort persistant qui était vraiment joué parce qu'il y a trop de danger que ça nous revienne dessus puis que ça nous fasse très mal. Mais là, les Séraphons sont morts de rire parce qu'ils vont pouvoir jouer le sort. Ils vont mettre la première borne à 6 pouces, la deuxième à 12 pouces, donc 18 pouces du lanceur. Et après ça, ils vont bouger la première borne. Fait qu'ils ont un cercle énorme dans la zone de l'adversaire où ils vont pouvoir impacter le mouvement et le jet pour toucher des unités ennemies. Donc, c'est ça. Fait que c'est un sort persistant que je pense qu'on va voir sur les champs de bataille lorsque les Séraphons vont jouer. Donc, un atout de plus pour une armée qui est déjà dominante. Et on a aussi deux nouveaux bataillons. Un nouveau bataillon pour les Séraphons. Oui, pardon, un nouveau bataillon, tout à fait. Oui, un nouveau bataillon. On a dans le fond un King Chief qui est nommé sur un Stégadon. On a un Engine of the God ou un Stégadon et un Bastiadon. Dans le fond, c'est pas le
le Skin Chief qui est nommé va avoir accès à Prime Warbase Command Trait du bataillon Séraphon, qui est un Command Trait qu'on veut avoir quand on est sur Stegadon. Là, ça va rajouter si je ne me trompe pas, ça rajoute de l'impact au Stegadon. C'est un bon Command Trait. Et ensuite de ça, ce qu'on va gagner, c'est une habileté particulière. Une fois par bataille, au début de la phase de tir, on va décider que, dans le fond, ils vont utiliser la lance du pouvoir cosmique pour faire en sorte que, dans le fond, l'Engine of the God n'utilisera pas son habileté, le Bastiadon non plus, mais chacune de ces unités-là va pouvoir cibler, si elle est à 24 pouces d'unité ennemie, la même unité ennemie. Ce que ça va faire en sorte, c'est qu'on va rouler, dans le fond, 1 dé pour l'Engine of the God, on va rouler 2 dés pour le Bastiadon, et sur 2+, on va infliger D3 blessures mortelles. Donc, dans le fond, si tout est bien aligné, que notre Bastiadon, notre Engine of the God et notre Stegadon sont tous à 24 pouces de l'unité ennemie, on va se retrouver à brasser 3 dés, puis sur 2+, chacun de ces dés-là va faire D3 blessures mortelles, donc potentiellement 3 D3 blessures mortelles. Au début, quand j'ai lu l'habileté, je me suis inquiété parce que j'ai dit, attends un peu, là, pour tous les Stegadons puis tous les Bastiadons Mais c'est pas ça, comme c'est très très limité, finalement, on va avoir un Engine of the God, un Bastiadon, donc au mieux, c'est 3d3, et ça a un coût. Ça fait en sorte que pendant ce tour-là, l'Engine of the God ne fait pas son habileté, et le Bastiadon non plus ne tirera pas avec son Solar Engine. Fait que je suis pas certain, c'est une option, mais c'est pas très bon, là. Non, mais dans le fluff, ça permet de détruire des Silver Tower et les Gaunt Summoners n'aiment pas ça. On en reparle tantôt. Alors, on a. Donc, c'est ça pour les Séraphons. Donc, le principal ajout, c'est vraiment les sorts de Forbidden Power qui peuvent être joués en Bound Spell, en sort attaché. Donc, et ce qui m'a fait dire qu'on avait 2 nouveaux bataillons, ce qui m'a distrait tout à l'heure, c'est le bataillon, en fait, pour Tzeentch. Donc, Tzeentch qui a un nouveau bataillon. Oui. J'en parle, ça, j'ai le commentaire de Pierre-Luc dans la tête qui m'a écrit pour me faire un commentaire sur ce bataillon-là qui était amusant. Donc, on a un Herald of Tzeentch sur un Burning Chariot et on a 1 à 3 unités d'horreur qui ne peuvent pas être plus que 30 modèles. Il faut être dans la Eternal Conflagration. Ce que ça fait, essentiellement, la première habilité, ça va acheter 1 aux caractéristiques à l'attaque, dans le fond, de mêlée des unités d'horreur. Le chariot aussi, là, mais une attaque additionnelle aux horreurs en mêlée. Les horreurs ont un profil de 5+, 4+, Podren, une attaque seulement. Pourquoi leur donner une attaque de plus? Probablement que tu vas me dire encore une fois que c'est fluff, c'est dans l'histoire, là, mais sincèrement, si on avait amélioré leur tir d'une quelconque façon, on avait quoi que ce soit, mais pourquoi leur donner une attaque de plus? Et c'est là que Pierre-Luc a dit, tant qu'à écrire ça comme règle, il aurait pu juste pas faire de bataillon. On comprend pas vraiment l'utilité de ça. Il y a une deuxième habileté qui permet, dans le fond, au Herald of Tzeentch de connaître, dans le fond, le Tzeentch Firestorm, qui est un des sorts du Lore of Change dans le Battle Tome de Disciple of Tzeentch. Il connaît un sort de plus, qui est un sort qui est correct. Dans le fond, on prend une unité ennemie à 18 pouces, on roule 9 dés, chaque 6 va faire D3 blessures mortelles. Et il va avoir, en plus de connaître ce sort-là, en plus de ses autres, il va avoir +2 pour lancer ce sort-là. Sauf que le sort est un sort qui se lance sur du 9. Donc, il tombe à 7. Correct. C'est un sort de dommage. C'est un sort qui peut vraiment, bon, si vous me permettez, en anglicisme, peut spiker parce qu'on roule 9 dés. Puis si on a 3 ou 4, 6, là, ça peut être un sort qui fait beaucoup de blessures mortelles. Mais c'est un sort aussi qui peut nous donner aucune blessure mortelle facilement. C'est très, très aléatoire. Puis +2 pour le caster, il va encore le lancer sur du 7, ça veut dire, ou moins s'il y a d'autres bonus pour le lancer. Je me souviens plus si Tzeentch est capable de lui donner un bonus de plus. OK, mais un bataillon pour ça, honnêtement, ça, puis une attaque additionnelle aux horreurs, sincèrement, je pense pas ici. Là, ça changera pas. Tzeentch est déjà bien placé dans le méta, c'est pas ça qui va lui nuire, mais c'est probablement pas ça qui va améliorer son positionnement non plus.
Non, c'était pas Noël pour Teench cette fois-ci. Non. Nos pauvres petits Fire Slayer qui mangent une volée dans le fluff ont eu deux nouvelles chartes d'unité. Donc, les Doom Seekers et le Grimrat Berserker. Oui. Doomseeker d'abord. Ben, en fait, c'est les deux, c'est des petits héros qui étaient mal aimés un petit peu. Fait qu'on a refait leur War Scroll. Le Doomseeker, il s'en va au combat pour se battre. Hein, il cherche la mort dans une mort glorieuse. Et on lui a donné un War Scroll qui lui permet maintenant d'aller trouver la mort dans une mort qui va être presque glorieuse. On a amélioré un petit peu son profil, là, un petit plus un tweet ici et là, mais c'est rien de significatif. Ce qui est significatif, c'est que lorsque il va être à 3 pouces d'unité ennemie, s'il meurt, s'il ne s'est pas déjà battu une deuxième fois, parce que c'est une unité de chasse, dans le fond, qui peut faire un second pile-in puis frapper une deuxième fois. S'il ne s'est pas déjà battu 2 fois dans la phase de héros, il va pouvoir frapper avant de mourir. Donc, c'est intéressant quand même parce que le Doomseeker a un profil qui est très simple, c'est 3 attaques, 3+, moyen 1, et 3 attaques, 3+, pas de Ren 1. Ce qui, en soi, fait pas beaucoup de dommages, sauf que lorsqu'il a été blessé une fois, son dommage passe à 2, et lorsqu'il a été blessé 2 fois, son dommage passe à 3. Ça fait que quand il va frapper à 3 de dommages, ça fait 4,67 à peu près de dommages qu'il va faire. S'il avait déjà eu la chance de frapper une fois dans la phase de combat, ça veut dire qu'il va aller coucher quand même le héros adverse sur lequel on l'a envoyé. Donc, si vous avez un petit 90 points à mettre dans votre liste, il n'y a rien d'autre qui rentre, vous rentrez ce petit héros-là qui va aller chasser puis qui va mourir. Bon, il chasse, il ne court pas très vite pour chasser avec son 4 pouces de mouvement. C'est correct. Tu vas me dire que c'est fluff, ça respecte l'histoire, mais je pense qu'ils l'ont quand même amélioré un petit peu. Alors, on avait déjà fait la critique que pour ces héros-là de corps à corps, de combat, Game Workshop a la misère à les positionner. Puis c'est difficile parce que à 100 points, tu as des unités qui sont capables de se débrouiller au corps à corps, qui ont généralement plus de points de vie que le petit héros tout seul, qui sont meilleurs pour tenir les objectifs. Donc, difficile, mais bon, le Doomseeker, pourquoi pas? C'est une option amusante. Et ça va être la même chose que je vais dire pour le Berserker par la suite. Même chose pour lui. Il va pouvoir faire, bon, sur du 2+, il va pouvoir faire un second pile-in. Et si jamais il meurt, puis qu'il ne s'est pas déjà battu 2 fois, il va pouvoir lui aussi se battre une fois de plus avant d'être retiré du champ de bataille. Donc, c'est correct. Ça fait un petit héros qu'on sait qu'il va aller faire le travail, à moins qu'il soit tiré, mais il n'est pas suffisamment impactant pour que l'adversaire veuille le tirer. Et en plus de ça, le Berserker, ben, au début du premier Battle Round, il va choisir un serment qu'il va faire et ça va lui donner des bonus additionnels. Un des serments qu'il pourrait donner, c'est que ça lui permettrait de run et charge, courir et charger le même tour, puis en plus de relancer ses jets pour courir et pour charger. Donc, ça peut être intéressant. C'est un modèle à 4 pouces. Si on veut qu'il aille à un moment donné frapper l'unité qu'il veut frapper, si on peut le faire courir puis charger, c'est bien. Un serment qui est intéressant, là, qui est, si on le prend en allié ou si on a un allié dans notre liste proche de lui, il va avoir plus 1 à son jet pour toucher et son jet pour blesser s'il est à 12 pouces d'une unité alliée. Donc, si jamais on joue en allié, puis vous voulez un petit héros, puis vous aimez vraiment les nains, bon, écoute, pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça fait une petite unité de chasse, mais qui se déplace pas vraiment vite. Mais qui a quand même un ratio de dommages qui est correct ici. Tu sais, avec l'habileté de pouvoir frapper avant de mourir, un profil qui est quand même sympathique, 4 attaques, 3+, moins 2, 2. Correct, mais c'est 110 points. Pour 100 points, on peut avoir des unités complètes qui vont avoir plus de points de vie, qui vont, somme toute, cogner plus fort. Donc, c'est toujours ça le problème avec ces petits héros-là, qui sont principalement là pour cogner. Bon. Ouais. Ils n'ont pas leur place tout à fait, comme tu disais tantôt, là, dans les listes. C'est plus difficile de les placer. Oui. Donc ça, c'est pour les Fire Slayers. C'était effectivement fluff, mais voilà, pour les règles, c'est pas épatant. On a maintenant du côté des Stormcast Eternals, donc un nouveau personnage nommé qui est Gardus Steelsoul.
Oui, ben, la figurine est vraiment belle. La pose est Oui. dynamique. C'est le Super Hero Landing qu'on a ici. Mais blague à part, je trouve le modèle est vraiment intéressant. Ils ont fait quoi de beau. J'avais hâte de lire le War Scroll. 110 points. C'est un Lord Célestin et il nous apporte pas beaucoup de plus qu'un Lord Célestin classique qui est à 100 points. Et il y a une taxe importante, c'est que comme c'est un personnage nommé, il est attaché à un des Stormhosts et c'est le Stormhost des Hollow Knight et c'est pas celui qui est le plus joué à l'heure actuelle, c'est pas le préféré. Donc, c'est, je pense, ce qui fait qu'il va être un petit peu difficile à jouer pour l'instant. Parce que sinon, ben, c'est quand même correct, on va le voir. Là. S'il avait été 110 points, mais qu'il n'avait pas été attaché au Hollow Knight, on aurait pu vouloir le jouer ailleurs parce qu'il amène des habiletés qui sont intéressantes. Malheureusement, bon, il est attaché. Alors, c'est 5 points de vie, 6 pouces de mouvement, 4 plus de sauvegarde, 10 de bravoure. Un profil d'attaque qui est un peu triste pour un champion de Sigmar. 4 attaques, 3 plus, moins 1, 1. 2 attaques, 4 plus, 3 plus, Podren 1. C'est pas un personnage de combat. Là. C'est pas, il arrive avec sa grosse armure, une masse dans une main, une épée dans l'autre. C'est tout du 1 de dommage, Rennes moins 1, il cogne vraiment pas très fort là, ici. Ça, il faudrait l'en informer parce que dans le fleuve, Gardius n'a pas compris qu'il n'était pas un personnage de combat, puis il mange des volets. Ça- il s'en prend à plus fort que lui, puis il n'aurait pas dû. Il n'aurait pas dû. Puis, en fait, même si on va le voir sur son Watchful est pensé pour qu'on l'amène en corps à corps. Puis c'est le problème, le défaut des Lords Célestins à l'heure actuelle. Ils sont pensés pour être au corps à corps. Mais encore une fois, je pense qu'on fait pas de stats chez Games Workshop. Là, c'est pas avec un profil comme ça qu'on va aller cogner quoi que ce soit. Mais on va mourir avec une bonne rapidité, par exemple, parce que c'est de la sauvegarde de 4+, 5 points de vie sur la sauvegarde de 4+. Ça tombe beaucoup trop facilement. Au moins, on a ici un aura de pureté. Il va avoir un. Chaque fois qu'on va lui attribuer une blessure mortelle, il va avoir un Feel No Pain de 5+, donc il va pouvoir éliminer la blessure mortelle de 5+, sur 5+, et les Hollow Knight qui sont entièrement à 12 pouces de lui vont ignorer les blessures mortelles sur un 6. Mais encore là, comme il y a une sauvegarde de 4+, qui est modifiable, l'adversaire n'a pas besoin de blessure mortelle pour le coucher. C'est 5 points de vie, là, ça tombe trop facilement. Ensuite, s'il meurt, on va rouler un dé et sur 2+, il va pouvoir faire un pile-in puis attaquer avec toutes ses armes de mêlée avant d'être retiré. Donc, il va faire son 1 ou 2 de dommages. Là. Je ne me souviens plus du chiffre exact, mais ce ne sera pas significatif. Une fois par bataille, ça c'est intéressant et j'ai mal lu l'habileté au début, donc je trouvais ça très intéressant, mais ça ne pouvait pas être si intéressant que ça. At the start of your charge phase, donc au début de la phase de charge, on peut déclarer que ce modèle-là et les autres unités Hollow Knight entièrement à 12 pouces de lui, même pas entièrement, mais à 12 pouces de lui, vont faire un assaut sain. On va pouvoir rerouler les jets de charge pour ces modèles-là. Puis en plus de ça, on va rajouter un aux caractéristiques d'attaque des armes de mêlée de ces modèles-là. Sur le coup, j'ai lu ça, j'ai dit waouh, il y a quelque chose d'intéressant à faire là parce que, dans le fond, c'est une habileté de commandement gratuite, même une bonne habileté, là, relancer la charge plus une attaque. Et là, j'ai lu, c'est Hollow Knight Heroes. Ça s'applique juste aux héros. J'ai fait la même erreur. Je lis l'habilité un peu vite. Je me dis, mon Dieu, c'est super bon. Je la relis. Héros seulement. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait là? Ah, c'est triste parce que les Hollow Knight ont une habileté intéressante qui va permettre là, de bouger davantage. Je pense que c'est Run and Charge, une common ability, Run and Charge avec des bonus, je me trompe pas. Fait que je me disais, hey, ça pourrait peut-être, tu sais, avec ce héros-là, j'aurais été tenté d'essayer la faction. J'ai des Stormcast, je me disais, hey, je mets ce héros-là, j'amène une unité à 12 pouces qui va relancer sa charge, plus une attaque. Mais là, ça s'applique juste aux héros. Puis les héros Stormcast, on n'a pas de héros qui cognent très très fort. Même le Star Drake des Stormcast peut être très 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 tanky, mais il n'est pas fait pour trapper très très fort. Il n'y a pas des lignes d'attaque très impressionnantes. Peut-être que si on a le Celestin Prime à côté de nous, donner une attaque de plus au Celestin Prime peut être intéressant, mais il y a Hollow Knight, fait que ça ne fonctionne pas. Fait que bref, j'ai essayé plein d'options dans ma tête. Je me dis, ben,
donner une attaque de plus à des héros Stormcast qu'on veut généralement plus utiliser pour buffer nos unités et tout. C'est vraiment triste. Une petite opportunité ratée. On avait enlevé le petit héros dans cette description-là. Puis je suis convaincu qu'il y a plein de gens comme moi qui ont dit, ben, au moins, je vais l'essayer. La figurine est belle. Ça n'a pas besoin, je pense que quand ils font un wash roll ou un bataillon, il n'y a pas besoin d'être si bon que ça. Il faut juste qu'ils nous donnent envie de le jouer. Il faut juste nous donner une possibilité de plus de jouer quelque chose qu'on aime jouer. Puis on va le jouer, on va l'essayer sur les tables. Il y a plein de joueurs qui ne jouent pas pour jouer juste du tournoi. Ils veulent juste des belles listes avec plein de synergies qu'ils veulent essayer. Puis au pire, ça marche pas, mais ils ont eu du fun à le faire. Opportunité ratée. Ensuite de ça, dans la phase de tir, comme tous les Lords Célestins, avec sa cape, il va lancer des éclairs de magie. Alors, on prend un D6, ça va nous indiquer combien d'éclairs il va lancer, et on prend une unité ennemie visible à 16 pouces, et sur 4+, chacune des éclairs va infliger une blessure mortelle. C'est correct, là, c'est une attaque de tir qui est quand même sympathique. On roule un D6, on roule en moyenne 3.5, il y en a la moitié qui touche, donc on peut espérer à peu près 2 dommages, 2 blessures mortelles pour un petit tir. Pourquoi pas? Et on a la même habileté de commandement que tous les Lords Célestins. Dans le fond, on va ajouter 1 au jet pour toucher des unités Stormcast Eternal entièrement à 12 pouces de ce modèle. Mais malheureusement, il faut que le Célestin lui-même soit à 3 pouces des unités ennemies pour pouvoir utiliser sa command ability. Fait que c'est vraiment, il est vraiment pensé pour être amené au corps à corps. Il aurait juste fallu dire à Games Workshop que ça prend une sauvegarde meilleure que 4+, si on donne juste 5 points de vie à un héros qu'il faut amener au corps à corps pour qu'il soit utile. La figurine est magnifique. Je vais avoir la figurine, je vais la monter, elle va être sur mes tablettes et je vais espérer un nouveau Battle Tome Stormcast pour pouvoir la jouer. Je pense que c'est ce qui va arriver. En général, les Stormcast ne manquent pas d'attention. Ce sont les poster boys, les têtes d'affiche de Age of Sigmar, déjà pour le lancement de la version 3, qui est prévu selon les informations qu'on a. Alex a eu accès à des informations quelque peu privilégiées, donc on peut s'attendre à la sortie de la version 3 pour le mois d'août cet été. Avec une boîte, en fait, on s'attend aussi, ça c'est pas mal annoncé, là, avec une boîte incluant des Stormcast et une nouvelle armée de destruction, vraisemblablement. Donc les Stormcast vont avoir du nouveau, qui sait peut-être même un nouveau Battletome bientôt pour lancer la V3. Ouais, je m'inquiète pas pour les Stormcast. Ils sont... Games Workshop est généreux avec eux. D'ailleurs, même ce modèle-là, c'est intéressant. C'est un petit bout qu'on n'avait pas eu de nouveau modèle. Fait que non, on est choyé les joueurs Stormcast. C'est pas toutes les unités qui sont aussi bonnes, c'est tout. Tout à fait. Donc, ça fait le tour des nouvelles règles, des nouvelles chartes d'unités, ainsi de suite. Donc, fort heureusement, la tête d'affiche, notre anti-héros, Be'lakor, a un très beau War Scroll qui va le rendre jouable tout à fait. C'est très heureux parce que la figurine est absolument magnifique. Oui, tout à fait. J'ai vraiment hâte là, de recevoir ma copie, de la monter, puis éventuellement de la peindre. Là, je suis en train de peindre autre chose, mais c'est clair que ça va être joué, cette pièce-là. C'est clair que je vais la jouer moi aussi là, avec probablement du Khorne ou des Slave to Darkness. Alors, on a fait le tour de ce qu'il y avait dans les règles de Broken Realm, mais Yann, il y avait plus que juste des règles. En fait, la partie la plus intéressante peut-être se trouvait avant les règles. Il y avait une histoire que Games Workshop nous racontait. L'histoire d'Age of Sigmar évolue. Puis tu m'as dit que tu as bien apprécié la lecture de ce Broken Realm-là, donc j'aimerais ça t'entendre. Qu'est-ce qu'il y avait là? Est-ce que tu peux nous résumer cette histoire-là? Oui, le fluff était vraiment intéressant à lire. Je dirais qu'il est au moins au niveau du fluff de Broken Realms Moratti, alors que Broken Realms Techlist nous avait peut-être laissé un peu sur notre appétit. L'histoire était intéressante, mais comme je l'avais dit dans la review, un peu moins bien écrite, alors que là, c'est assez bien écrit, en particulier pour les personnes qui aiment les récits de grands combats, de grandes batailles. Ça, c'est vraiment intéressant. Puis on a une belle alternance entre de l'histoire individuelle centrée sur des héros et des grands événements là, de grande envergure. Donc, la lecture en vaut vraiment la peine. Je ne rentrerai pas dans les détails. Évidemment, je ne vous fais pas une lecture des 60 quelques pages de fluff. Je vous en donne les grandes lignes de manière à ce que vous sachiez un peu où on en est dans l'histoire de Age of Sigmar après ce livre, mais sans non plus vous enlever le plaisir de pouvoir le lire et découvrir là, tous les petits événements qui se produisent
pendant cette avancée de l'histoire. Donc, en premier lieu, peut-être se rappeler qui est Be'lakor. Donc, Be'lakor vient de l'ancien monde, du monde qui fut, donc de Warhammer Fantasy Battle. Donc, ça a été le premier prince démon. Dans le monde qui fut, Be'lakor était un conquérant, un humain, un conquérant, un seigneur de guerre qui a attiré donc l'attention des 4 dieux du chaos, qui lui ont chacun donné une part de leur puissance, et il a été le premier à être transformé, à accéder au rang de prince démon, le premier mortel à accéder au rang de prince démon. Puis là, on ne sait pas trop pourquoi, mais il est tombé en disgrâce à un moment donné. Il a été puni par les dieux du chaos, probablement pour un échec qu'on ne connaît pas. Et sa punition a été notamment d'être celui qui couronnerait les Ever-Chosen du chaos. Donc, c'est lui qui a couronné Archaon, notamment. Donc, c'était pour l'humilier, hein, pour lui montrer qu'il n'était plus l'élu des dieux du chaos. Mais Be'lakor, évidemment, ne tolère pas cette situation et, depuis des millénaires, planifie son retour au pouvoir pour éventuellement prendre la place et redevenir le Ever-Chosen. Et il voue une haine particulièrement grande à Archaon parce que Be'lakor étant un démon, il déteste les mortels et Archaon est un mortel lui-même. Et d'ailleurs, tous les séparent. Autant Archaon est un conquérant, donc Archaon règle les problèmes avec une grosse armée. Puis si ça ne règle pas le problème, il amène une plus grosse armée. Donc, Archaon, c'est vraiment un seigneur de guerre qui est vraiment un tacticien, alors que Be'lakor, c'est un joueur de l'ombre, c'est un manipulateur, il va mettre en place des stratagèmes, des alliances, il va affaiblir ses adversaires avant de frapper. Donc, il y a vraiment une approche complètement différente de celle de Archaon. Alors, et d'ailleurs, par exemple, si vous vous souvenez, dans Broken Realms, Morathi, il y a un Stormcast, si ma mémoire est bonne, c'est un Lord Veritan, qui se retrouve à la prise, en fait, de Envilgard. Vous vous souvenez que Morathi s'est arrangé pour que les Stormcast Eternals ne meurent pas et ne puissent pas retourner en Azyr, avertir Sigmar de sa traîtrise. Et donc, un des Stormcast, donc un Lord Veritas, si ma mémoire est bonne, se retrouve prisonnier des Dark Elves et se fait, sur un Black Ark, et se fait libérer par une espèce d'entité qu'on ne sait pas trop c'est quoi, une ombre noire. Puis, dans une histoire qui, par la suite, est publiée dans un des White Dwarfs, celui de février ou de mars, je ne me souviens plus, on suit en fait l'évasion de ce Lord Veritan-là, qui donc est poursuivi par les corsaires qui tentent de le rattraper, puis réussit finalement à rejoindre d'autres Stormcast et d'avertir Sigmar, donc de la trahison de Morathi. Mais il réussit parce qu'il est protégé au long de sa fuite par encore cette espèce d'ombre-là. Au départ, je pensais que cette ombre-là était en fait la partie d'essence de Slaanesh qui s'était échappée au moment du rituel de Morathi, mais je me trompais. C'était en fait un démon à la solde de Be'lakor. Donc, Be'lakor s'est arrangé pour que Sigmar apprenne la trahison de Morathi. Son objectif étant de créer, de contribuer à la rupture du panthéon de l'ordre. Parce qu'avec cet événement-là, avec Teclis et Nagash qui sont en confrontation au moment des événements, le Panthéon de l'Ordre est occupé à complètement d'autres choses. Donc, Be'lakor a jugé que c'était le bon moment, l'opportunité à saisir pour mettre en exécution son plan. Donc, si vous vous souvenez aussi, dans Broken Realms, Morathi, ça se termine que Morathi a trahi les Stormcast, que les Hammers of Sigmar, qui avaient accompagné les Daughters of Cain pour aller tenter d'empêcher Archaon d'utiliser la Varinite pour corrompre la Realm Gate pour accéder à Azyr. Donc, ils sont en déroute. Les Hammers of Sigmar sont en retraite vers la Genesis Gate, qui est la Realm Gate qui connecte les 8 Points où est Archaon avec donc le royaume d'Alariel, de Giran. Et cette porte-là est tenue, pendant qu'elle est ouverte, par les Hallowed Knights et le Lord Célestin dont on vient de parler, Gardus Steelsoul.
Et ils sont attaqués par une horde gigantesque de démons et de Nurgle et en fait des troupes de Nurgle qui sont évidemment en Jiran. Et ils sont en train de se faire complètement décimer. Les Unoutlawed Knights, mais font tout ce qu'ils peuvent pour tenir la porte pour que leurs alliés puissent quitter les 8 points éventuellement. Tout à coup, au moment où il reste seulement quelques dizaines de Hammers pas de Hammers, mais de Hallowed Knight en train de tenir la gate, apparaît une armée gigantesque de Séraphons. Alors là, les Stormcast sont contents, ils pensent qu'ils sont sauvés. Alors les Séraphons chargent une partie des Nurgle, passent à travers comme s'ils n'étaient rien, mais continuent leur chemin vers la gate et partent vers les 8 points, en laissant les Stormcast continuer à se faire massacrer par les troupes de Nurgle. Alors évidemment, Gardius Steelsoul est un peu désemparé de cette situation-là, puis se retrouve à charger avec son profil d'attaque minable un démon majeur de Nurgle, un Great Unclean One, et évidemment se fait écraser, se fait tuer par le démon et retourne en Azir. Mais donc, juste au moment où il meurt, avant de partir en Azir, il voit les Hammers of Sigmar, ce qui reste des Hammers of Sigmar, franchir la gate et venir porter main forte donc aux Hallowed Knights contre Nurgle. Et en même temps, deux enclaves sylvanettes, si ma mémoire est bonne, en tout cas des sylvanettes, arrivent aussi à la rescousse et attaquent Nurgle en soutien. Et finalement, la Genesis Gate est protégée. Donc, les Séraphons, eux, ont traversé du côté des 8 points. Et leur but, en fait, c'était d'aller attaquer une Silver Tower. Donc, les Gaunt Summoners, qui sont à la solde de Tzeentch, il y en a 9 en tout, des Gaunt Summoners. C'est des sorciers très, très puissants dans le fluff au service de Tzeentch. Et chacun a une Silver Tower, donc une tour argentée, qui est une immense forteresse qui est connectée à différentes Realm Gates. Leur but au Séraphon, c'était d'aller détruire la Silver Tower du Eater of Tomes, qui est un des Gun Summoners, et d'aller tuer ce Gun Summoner-là, car le Eater of Tomes est celui qui est responsable, en fait, de toute la recherche sur la varinite qui est qui a fait les expérimentations pour arriver à corrompre la Realm Gate, qui va donner accès à Azir s'ils réussissent avec le varinite. Et c'est aussi lui qui a inventé des machines des appareils pour capturer les âmes des Stormcast Eternals qui meurent, donc qui ne puissent pas retourner à Azir, mais qui soient capturés, comme on a vu dans Broken Realms, Morathi. Donc, ils prennent d'assaut la Silver Tower qui est dans les 8 points. Il y a tout un combat que je ne raconterai pas. Et les Silver Tower ont la propriété de pouvoir s'envoler, d'être bougés d'endroits. Donc, c'est des immenses forteresses, mais qui peuvent être déplacées. Alors, le Eater of Tomb, quand il voit que les Séraphons sont rendus au pied de sa forteresse, se décolle avec sa forteresse, a l'idée d'aller dans le Void, donc le grand vide qui sépare les 8 royaumes, pour échapper aux Séraphons. Mais, comme on le sait, les Séraphons, et dans ce cas-ci, Lord Croak, qui est à la tête de cette attaque-là, en fait, il n'était pas physiquement dans les 8 Realms, il est dans le Void, et la Silver Tower, au lieu de trouver la sécurité dans le Void, est interceptée par une douzaine de ziggurats, des espèces de vaisseaux séraphons. Et donc, il réussit à en détruire un, la Silver Tower, pour s'échapper, mais en s'échappant, et évidemment attaqué, il se fait tirer dessus par les séraphons et va s'écraser dans Shamon. Donc, la Silver Tower, l'immense forteresse, s'écrase dans Shamon, et comme les séraphons peuvent apparaître un peu où ils veulent, font apparaître une autre armée de séraphons, et c'est là qu'on voit le lien avec le bataillon qu'on a présenté tout à l'heure. Ils vont concentrer leurs tirs avec leur Solar Engine, puis Engine of the Gods et tout ça, donc ils vont tirer sur ce qui reste de la forteresse et toucher une partie sensible de la forteresse qui la fait exploser, tuant ainsi le Gun Summoner, mais provoquant une explosion
monstrueuses, donc sur des milliers, il y a un cratère de je ne sais plus combien, mais des milliers de kilomètres. Le cratère est immense. Ils détruisent une région complète de Shaman. Donc l'explosion est gigantesque et il y a un effet en chaîne, en fait. Donc, la destruction de la tower qui était connectée à des realm gates amène la destruction de plusieurs realm gates qui étaient connectés à cette Silver Tower. Donc, les realm gates sont soit détruites ou soit qu'elles deviennent des genres de vortex d'énergie du chaos sous la destruction. Et c'est quelque chose qui n'échappera pas du tout à l'attention de Be'lakor. Donc, en fait, ça donne la dernière pièce, disons, du casse-tête dont Be'lakor avait besoin pour son plan. Donc, on savait déjà que les Realm Gates pouvaient être détruites en les soumettant à une gigantesque surcharge d'énergie arcanique, donc de magie. Mais là, Be'lakor comprend qu'il est possible de faire une destruction en chaîne des Realm Gates qui partagent le même... il parle de géomantique, espèce de filon géomantique ou je ne sais trop comment bien le traduire, réseau géomantique peut-être. Donc, les Realm Gates suivent différents réseaux géomantiques qui relient en fait les 8 royaumes. Et quand tu détruis une des Realm Gates de ce réseau-là, ça détruit ou ça affaiblit d'autres Realm Gates du même réseau géomantique. Donc, voilà pour Be'lakor qui prend bonne note de ça. Et donc, pendant ce temps-là, Be'lakor, lui, attaque Silontum, je ne sais pas si je le prononce bien, mais c'est la capitale de Lady Olinda. Donc, fidèle à lui-même, il fait une grosse attaque comme s'il voulait prendre la capitale, mais lui-même se faufile pour attirer l'attention de Lady Olinda et lui-même se faufile par ailleurs et réussit à trouver et à se rendre à l'endroit où le corps momifié de Lady Olinda se trouve. Et la seule façon, en fait, de tuer définitivement Lady Olinda, c'est de détruire son corps momifié. Lady Olinda comprend éventuellement que cette attaque-là est une diversion parce que visiblement, ils n'ont aucune chance de gagner, les démons, et comprend rapidement, sans la présence en fait de Be'lakor près de son corps, se dépêche à aller intercepter Be'lakor. Et là, il y a un face-à-face entre les deux. Et Be'lakor révèle en fait qu'il voulait juste attirer son attention. Il ne voulait pas détruire Lady Olinda, même si les deux ont beaucoup de rancune l'une envers l'autre, qui est arrivé dans une époque passée que Be'lakor et Lady Olinda aient une confrontation. Be'lakor avait gravement blessé Lady Olinda avec son épée magique. Lady Olinda avait lancé une malédiction sur Be'lakor dont il souffre encore. Donc les deux se détestent et veulent s'entretuer, mais ils font une trêve parce que Be'lakor a besoin des Night Hunt de Lady Olinda et lui promet en échange des âmes de Stormcast. Alors, Lady Olinda accepte, et là, les deux, donc les immenses légions de démons à la solde de Be'lakor et les Night Hunt de Lady Olinda lancent une série d'invasions et d'attaques dans différentes villes et différents villages et places fortes de Shaman, une série d'attaques, en fait, qui sont en apparence chaotiques, pour cacher leur vraie cible, qui sont les Realm Gates. Et donc, Be'lakor détruit par cette tactique-là plusieurs Realm Gates sans que les forces de l'ordre se rendent compte que le but était de détruire des Realm Gates. Donc, son but est vraiment d'affaiblir, de frapper les points faibles du réseau géomantique qui relie les 8 royaumes. Et donc, à un moment donné, il attaque la Gate of White Gold, donc la porte d'or blanc, qu'il réussit à détruire, mais il y a tout un passage dans l'histoire autour de ça. Et la destruction de cette Realm Gate-là amène un immense nuage chaotique qui va, d'une part, donc la gate, plutôt qu'être détruite, là, elle se transforme en espèce de vortex du chaos. Et ce nuage d'énergie chaotique va faciliter beaucoup l'invocation de démons. Donc, ça va permettre à Be'lakor d'invoquer davantage de démons. Et surtout, ça va empêcher les âmes des Stormcast Eternals qui se battaient pour défendre la gate de rejoindre Azir. Et ils vont être interceptés par Reiknor et par ses Night Hunt, donc le bataillon qu'on voit dans les règles, parce que c'était donc là le paiement que Be'lakor avait promis à Lady Olinda de lui fournir, donc en échange des âmes de Stormcast qu'elle pourrait torturer à sa guise. Et dans cette bataille-là, il y a une chambre entière de Stormcast Eternals qui est détruite. Donc le Sigmarite Brotherhood est entièrement détruit.
est détruit, mais n'est pas retourné à Azir. Les âmes ont été capturées par les Night Hunt. C'est fini pour eux. Game over. Donc, on est vraiment dans un univers sombre, là, grim dark, comme on dit en anglais, pour l'univers de Warhammer et de Age of Sigmar. Pendant ce temps-là, notre Gardius Steel Soul, lui, qui a été détruit, qui a été tué en fait par un démon majeur, est retourné, se fait reforger et est encore sous le choc du fait d'avoir vu les séraphons partir en fait sans les aider. Et il se rend dans un endroit sacré pour prier et sa prière est entendue et il se retrouve finalement en face à face avec nul autre que Lord Croak. Et Lord Croak lui donne des visions du futur. Donc, on voit Excelsis qui se fait complètement ravager par une immense armée de peaux vertes et de géants et d'ogres. Donc, on voit peut-être un futur possible dans le prochain Broken Realms parce qu'on sait que dans les petites histoires que Games Workshop a publiées là, sur Warhammer Community dans les dernières semaines et mois, on a une immense WAG qui est en train d'être mise sur pied par Gordrak, à laquelle Skragrott s'est joint et d'autres aussi. Donc, c'est peut-être une vue de ça, mais aussi la cité Vindicarum et Lord Croak dit finalement à Gardius qu'il doit aller défendre Vindicarum. Vindicarum est une des principales cités libres de Shamon et c'est la cité qui était associée à la Gate of the White Gold qui a été détruite. Donc, Be'lakor attaque, envahit Vindicarum. Donc, Gardius Steel Soul, avec sa légion, sa chambre, vient à la défense de cette cité-là. Mais c'est absolument pas suffisant. Donc, la Vindicarum se fait, disons, vaincre de manière très, très convaincante. À la fin, il reste juste quelques dizaines de défenseurs dans la citadelle des Stormcast qui étaient là. Et Gardius Steel Soul n'apprend pas de ses erreurs. Il se retrouve à se battre en duel contre Be'lakor. Et on voit encore une fois qu'il ne fait pas le poids du tout. Tu sais, Be'lakor utilise son sort pour l'affaiblir. Puis vraiment, là, donc Gardius ne fait rien. Puis juste comme Gardius est à genoux et sur le bord de recevoir le coup de grâce par Be'lakor, un rayon de lumière perce l'immense nuage de magie chaotique et c'est un gigantesque armada Caradron qui arrive à la rescousse. Et pourquoi, d'où vient donc cette armada-là, en fait? C'est que quand il y a eu l'immense explosion dans Shamon à la destruction de la Silver Tower, les Caradrons ont été attirés par cette explosion-là parce que où il y a des cataclysmes, il peut y avoir du profit à faire. Et d'ailleurs, cette explosion-là là, a attiré des courants d'Ethergold. Donc, les Caradrons sont allés voir ça. Il y a un navire Caradron qui est allé voir ça. Mais quand ils ont compris ce qui se passait, l'ampleur de ce qui se passait, ils ont plutôt été avertir donc le grand concile, le Geldrad, qui est l'espèce de grand concile qui unit les différents Skyport Caradron. Et ils ont tenu donc justement un grand concile à Madralta, qui est l'endroit où leur code initial a été écrit et signé. Alors, c'est un événement vraiment d'importance dans l'histoire des Caradrons. Ils devaient décider s'ils allaient s'impliquer dans ce qui se passait ou pas. Et le conseil penche pour ne pas s'impliquer. Les coûts seraient trop élevés par rapport aux gains qu'il y aurait à faire à s'impliquer dans ce conflit. Mais il y a l'intervention d'un simple arcanaute qui est très, 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 très vieux, aux cheveux très blancs, qui pourtant en impose énormément par sa stature et qui parle au conseil et les convainc d'intervenir, d'où la flotte finalement Caradron qui intervient. Là, c'est une flotte issue de tous les Skyports et trading posts, postes de traite Caradron. Donc, c'est un gigantesque armada de centaines de navires. Donc, ils bombardent de manière vraiment très, très efficace les troupes de démoniaque de Be'lakor. Et Be'lakor, lui, donc, au moment où il allait porter le coup de grâce à Gardius Steel Soul, voit les navires arriver, commencer à canonner son armée, donc s'envole en laissant le minable Stormcast à genoux par terre et s'en va attaquer le navire amiral ou un des navires amirals des Caradrons.
le navire amiral sur lequel se trouve ce drôle de vieux arconaute aux cheveux blancs. Et donc, Be'lakor attaque le Ironclad et se retrouve à un moment donné face à cet arconaute-là qui s'avance simplement vers Be'lakor et Be'lakor le reconnaît et prend la fuite. Donc, Be'lakor fuit devant ce personnage. Alors là, j'en ai parlé à Alex, on a regardé un petit peu, et il y a deux hypothèses, il y a deux théories sur l'identité de ce nain-là, qui est soit que c'est carrément le retour de Grumny, donc le dieu nain qui avait pour mission d'unifier, qui se donne notamment pour mission d'unifier les Dispossessed, mais aussi les Caradrons, ou alors c'est Grombrindal, qui est le White Dwarf, en fait, là, duquel le magazine de Games Workshop tient son nom. Mais l'hypothèse de Grombrindal n'est pas celle qu'Alex et moi retenons parce que le personnage n'est pas suffisamment puissant pour faire fuir Be'lakor. On pense que ça prenait l'intervention d'un dieu là, pour que Be'lakor fuit carrément. Alors, donc, Be'lakor fuit. Suite à ça, ses troupes continuent à combattre, mais éventuellement sont vaincus là, par la flotte de navires Caradron et les survivants de la cité qui a été assiégée. Donc, c'est un dur combat, mais il y a une victoire, si on peut appeler ça une victoire. Néanmoins, la ville est vraiment entièrement détruite. Il reste quelques centaines de survivants seulement. Donc là, on peut considérer que la cité a été à peu près rayée de la carte. Évidemment, bon, les Caradrons vont installer des postes, se négocient, disons, des privilèges d'accès à la région et tout ça en paiement de leur intervention. Les Caradrons ne font jamais rien par bonté de cœur seulement. Et donc, ce qui se passe aussi, c'est que le phénomène qui a été produit par Be'lakor, c'est-à-dire cette espèce de nuage d'énergie chaotique qui se répand puis qui sème la destruction aussi, qui crée des orages destructeurs, continue à se répandre dans Shamon, détruit des agglomérations sous des orages terribles et se répand aussi tranquillement dans d'autres royaumes. Donc, Be'lakor a vraiment réussi, d'une part, à détruire des Realm Gates, donc d'affaiblir la connexion entre les royaumes. Pourquoi est-ce qu'il voulait faire ça? D'abord, c'est parce que ça limiterait, donc son but c'était d'empêcher ou de limiter la capacité des Stormcast à retourner en Azyr quand ils meurent. C'était aussi de nuire à Archaon, parce que Archaon, c'est un conquérant qui conquiert avec des armées. Archaon possède les 8 Points, donc un lieu entre les royaumes qui est connecté, dans lequel il y a énormément des Realm Gates qui le connectent aux 8 royaumes. Alors, en détruisant des Realm Gates, Be'lakor détruit la mobilité des armées d'Archaon, alors que lui, Be'lakor et ses troupes démoniaques n'ont pas besoin des Realm Gates pour se téléporter, pour apparaître, pour être invoqués. Donc, c'était vraiment un avantage tactique qu'il voulait se donner sur les simples mortels qui ont besoin de Realm Gates pour se déplacer. Il voulait aussi affaiblir la connexion entre les différents royaumes. Donc, il y avait vraiment un grand plan qui était très brillant. Et ce n'est que partie remise, évidemment. Donc, ce que Be'lakor vient de semer risque d'avoir un impact là, pour le développement du monde de AOS. On a aussi que Be'lakor, en fait, n'a pas réussi à compléter son plan, donc n'a pas réussi à regagner la faveur des dieux du chaos. Donc, il a quand même réussi à attirer leur attention, mais il a en quelque sorte échoué. Il s'est sauvé devant celui qu'on pense être Grumny. Donc n'a pas regagné la faveur des dieux du chaos, mais il a attiré leur attention, donc à suivre. Et pour lui, il se dit que son ascension n'est que reportée. Il va certainement revenir à la charge. Donc, beaucoup de choses très intéressantes, notamment beaucoup de petits indices pour la suite. Le retour de Grumny, pour moi, c'est pas banal. On sait que Grumny, dans le lore, veut unir les Dispossessed. Ses interventions, les petits bouts de dialogue qu'on a avec des Caradrons montrent qu'il veut aussi les unir. Donc, est-ce que ça promet peut-être un Battle Tome éventuellement aux Dispossessed, donc un Battle Tome nain? Pas impossible. On a l'impression que des Battle Tomes comme Legion of Nagash, comme Cities of Sigmar, ce sont des Battle Tomes de transition pour que les pièces de Warhammer Fantasy Battle puissent être jouées, mais qu'éventuellement Games Workshop va vouloir en faire des factions spécifiques. C'est ce qu'on a vu arriver pour la dette. On a vu les Night Hunt arriver, là, on a les vampires qui arrivent. Donc, il ne restera plus vraiment de place peut-être pour une Legion of Nagash.
peut-être qu'on se dirige vers la même chose pour les Cities of Sigmar. Si ce qu'on voit poindre est vrai, il y a des rumeurs d'une armée Kurnoti, donc qui rassemblerait peut-être les elfes, les anciens Wood Elves, donc les Wanderers. Là, on a Grugny qui revient pour les Dispossessed. Donc, est-ce qu'on a peut-être éventuellement une séparation des Battletomes? Ça pourrait être intéressant. Et on a des nouvelles figurines de chasseurs de vampires pour les humains, donc peut-être une faction d'humains qui s'en vient là, éventuellement. Fait que oui, l'hypothèse est très plausible. Oui, voilà. Donc, beaucoup de choses dans tout ça. Fleuve très intéressant à lire qui, à mon sens, continue à repositionner les forces en présence, l'équilibre des forces dans Age of Sigmar. Comme on le disait depuis longtemps, on avait pas Archeon, mais Nagash qui était le grand méchant. Là. Nagash s'est fait botter les fesses par Teclis. On a une rupture, donc une rupture un peu du Panthéon de l'Ordre avec la trahison de Morathi. On sait aussi qu'on a le fils de Morathi et ses elfes, Shadow Elves qui s'en viennent, Malérion qui a été spoilé, une nouvelle armée aussi, destruction, peut-être même un nouveau dieu de la destruction ou un nouveau God Beast, on ne sait pas trop, qui a été spoilé ou laisser entrevoir. Donc, beaucoup de choses à venir. Et ici, donc, on est vraiment dans cette continuité-là. On avait Archeon qui était le grand méchant du chaos. Et maintenant, on a Be'lakor qui vient tenter de recréer un équilibre différent dans les forces. Donc, c'est vraiment intéressant. On a de plus en plus de protagonistes dans l'histoire. Ouais, ça a l'air vraiment intéressant. Assez sombre aussi, les Stormcast qui l'ont pas facile depuis plusieurs bouts d'histoire. C'est difficile. Mais en même temps, c'est intéressant, justement, ça vient changer un peu la trame là, c'est toujours en arrière-plan quand on joue, fait que c'est intéressant de voir que ça bouge. Puis dans le fluff, là, quand vous lirez le détail, c'est très intéressant de voir comment les Stormcast eux-mêmes réagissent quand ils se rendent compte que, OK, là, si je meurs, je ne retourne pas à Azir, je me fais capturer par des Night Hunt ou je me fais détruire, complètement annihiler par un nuage d'énergie chaotique. Donc là, la game vient de changer pour les Stormcast Eternals. J'ai bien hâte de voir aussi comment Sigmar va réagir à tout ça. Certainement que là, avec dans Broken Realms, Morathi, on a déjà eu des Stormcast qui ont été capturés là, par les machines des Slave to Darkness. Là, on a ce nuage d'énergie chaotique qui capture les âmes des Stormcast. Ça ne va pas bien. Puis pour l'instant, les Stormcast ont l'air d'être plus en réaction, voire sont carrément pris de court par ce qui se passe. Puis Sigmar a l'air un peu inactif. Donc, si les rumeurs d'une V3 qui aurait une boîte Stormcast versus autre chose, si cette rumeur-là est vraie, on pourrait revoir les Stormcast là, revenir en force, mais peut-être différemment, puis avec la même assurance, tout ça. C'est vraiment intéressant. J'ai hâte de voir où ça va mener. C'est vraiment le fun de voir là, que l'histoire elle évolue comme ça. Vraiment. Alors, ben, c'est ce qui conclut notre vidéo. On a parlé des règles d'abord, on vient de parler de l'histoire. Si vous avez apprécié, comme toujours, un petit pouce en l'air, c'est apprécié. Et sur ce, on vous souhaite bon wargaming.